Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triclin TV, somme toute spéciale et particulière à plus d'un titre, parce qu'il va être question d'histoire et de bande dessinée grâce à un alinéa spécial concocté par l'incroyable, sublime, le musculeux Monsieur Guillaume. Comment ça vient, Monsieur Guillaume? Bah écoute, je suis ravi de pouvoir étendre le champ d'action d'Alinéa. Et oui, parce que tu aimes l'histoire, on le sait, les wargames et la bande dessinée aussi finalement, exactement. quand elle parle d'histoire. Voilà, et aujourd'hui… Tu es venu parce que tu as un large réseau avec deux invités, dont on va dire l'une des occupations principales est la BD et l'histoire. On va commencer par Monsieur Stéphane, je cherchais. Pourtant, tout à l'heure, j'avais un système mémotechnique pour me rappeler. C'était Atari ST, Stéphane et Thierry. Donc, Stéphane, comment ça va, Stéphane? Bah, ça va bien, Fal. On est là parce que Thierry et moi, parce qu'on a créé il y a quelques mois un site merveilleux qui s'appelle classedhistoire.com avec des critiques d'albums, des critiques d'expositions, des interviews d'historiens, mais aussi un magazine mensuel thématique consacré à la bande dessinée historique. C'est absolument incroyable. Donc, tu fais ça avec Thierry qui est là. Toi, donc, vous êtes tous les deux, vous faites ça ensemble. Voilà, on est même trois. Il y a un autre membre du trio qui n'est pas là, mais qui est avec nous, qui a un petit peu lancé la chose. Alors, effectivement, on est journalistes spécialisés en bande dessinée tous les deux. Ça, c'est votre métier principal, vous en vivez, c'est ça? Ouais. Oui, vous êtes journaliste de BD. C'est voilà. votre travail, vous lisez des BD et vous écrivez. On les chronique, on interviewe les gens, on fait des articles de fond aussi, pas seulement de la chronique, dans différents médias. Donc Stéphane, c'est plutôt guerre et histoire, tu vas en parler. Et Thierry, c'est plutôt Zo qui est… C'est excellent, ça c'est… Et puis nous, c'est comme au ping-pong en fait. C'est un métier. Nous, on fait ça. Et les duettistes. Les duettistes. Donc voilà, il y a des gens, leur métier, c'est de lire des BD et il y a des gens qui ont des métiers bizarres. Des beaux métiers. C'est pas facile tous les jours. Non, mais bon, j'imagine. Oui, c'est même assez honteux d'ailleurs. Oui, tout à fait, de gagner sa vie en lisant des BD, c'est dingue. Je vais passer la parole à Guillaume parce que c'est lui le responsable chef. Moi, je suis le candide qui connaît rien à rien parce que je le répète souvent, Guillaume est l'homme le plus bavard du monde ludique et c'est un de ceux qui prépare le plus tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire. Ça ne se voit pas quand on le regarde comme ça, mais c'est un homme précis, pointilleux et très… c'est peut-être son côté wargamer qui fait ça, parce que c'est l'homme avec qui je passe le plus de temps au téléphone quand il me parle des émissions qu'il prépare, alors que moi, je fais oui, et puis après, je fais juste à toi, Guillaume. Voilà, à moi Guillaume. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que la bande dessinée a pu apporter à l'histoire, est-ce que l'histoire a pu apporter à la bande dessinée, et on parle pour une fois pas seulement d'histoire militaire. D'accord. On va parler de l'histoire en général. Il y a de grands dessinateurs très célèbres qui parlent d'histoire tout le temps. Tardy, par exemple, on le connaît essentiellement pour toute son écriture sur la guerre de 14. On a fait une spéciale, parce que vous le savez, on fait de la bande dessinée de temps en temps avec un internautateur qui vient ici nous parler de bande dessinée. On a fait un spécial Tardy. On a évoqué le pourquoi il était passionné par l'histoire, etc., etc. Donc il y en a pas mal, plutôt sérieuses, mais l'air de rien, si on gratte un petit peu, Astérix, c'est de l'histoire ou pas? Bah, complètement. Ah bah tu vois, Voilà, on va y venir. Alors, juste pour faire le lien avec un autre alinéa que nous avions tourné cette année, souvenez-vous, si la France a continué la guerre en 1940, eh bien… Ils en ont fait une BD. Ils en ont fait une BD, une bande dessinée. Voilà. Donc, tout se tient alors. Tout se tient, c'est une surprise. Hein. Ils ont signé donc cette licence avec les éditions Soleil. Voilà, c'est pour vous montrer que l'on peut avoir une filiation entre, bien évidemment, un ouvrage et une bande dessinée. C'était juste l'exemple qui fait que dans Alinéa, rien ne se perd. Ça c'est récent, ça, messieurs? Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. À l'instant, vous l'avez lu? On l'a parcouru. D'accord. Et vous avez lu les bouquins d'histoire? Pas les livres, non. Ah oui, d'accord. C'est compliqué alors le métier de journaliste de BD, d'histoire, ça veut dire qu'il faut être un peu… faut s'y connaître un petit peu pour savoir… ou alors, savoir dans quel sens vous lisez une BD et puis après vous allez vérifier historiquement si ça tient, ou vous connaissez l'histoire et après vous allez vers la… Alors l'idée du site nous est venue parce que tous les deux on est de formation historienne, enfin on a une formation d'historien tous les deux, donc déjà on a une culture et une façon d'appréhender les choses un peu avec la logique d'un historien. Et après, c'est pas forcément chroniquer une bande dessinée historique, c'est pas forcément un jeu de cette erreur. C'est pas forcément dire ah bah là le costume ça va pas. C'est aussi montrer que peut-être que c'est une période, par exemple pour Hugo Pratt. Hugo Pratt, dans Corto Maltese, il essaye de parler de choses qui ne sont pas connues forcément du grand public.
hein, le baron fou dans Corto Maltese en Sibérie, la présence allemande dans le Pacifique avant la Première Guerre mondiale, c'est vraiment des micro-événements de l'histoire, et il s'engouffre là-dedans. Donc la bande dessinée, c'est aussi montrer des choses que le grand public n'a pas l'occasion de voir ou de connaître. Enfin, il y a beaucoup de facettes différentes par rapport à l'histoire, et pas simplement de dire c'est correct et pas correct. Puis ce qui change beaucoup par rapport à l'histoire telle que l'écrivent les historiens, c'est qu'il y a la bande dessinée, par essence, c'est romanesque. Bien sûr. Donc l'intérêt d'une bonne bande dessinée historique, c'est à la fois d'allier une certaine véracité, une certaine justesse historique, et ensuite un souffle, un scénario. S'il n'y a que l'un ou que l'autre, bah, soit on s'emmerde franchement, ou soit on change carrément de genre, quoi. Bien sûr. Le truc qui nous a incité, c'est qu'il faut dire qu'il y a en gros 5500 bandes dessinées qui sortent par an en France. Oui, c'est énorme, c'est juste en énorme. gros, et qu'on a fait un calcul justement avant de se lancer. Il y a entre 450 et 550 albums qu'on peut qualifier d'historiques. D'accord, ça veut qui dire sortent chaque quasiment année. 2 par jour. C'est à peu près, on est dans à peu près l'équivalent du jeu de société en fait. Et À peu près. là où on rejoint l'histoire, c'est justement avec la chronique qu'anime Stéphane dans Guerre et Histoire. Alors on va l'ouvrir parce qu'on a préparé un petit machin. Voilà. Alors, ça c'est à jouer, tiens, oui, parce qu'il y a du jeu, il y a la BD. Voilà. Donc ça c'est toi qui écris ça en fait. Et oui. Entre autres. Donc tu as lu quelques BD. Dont celle qui se trouve ici, dont il vous parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Bah, en fait, avec Thierry, on en lit grosso modo une par jour. Ah ouais. Grosso modo. Ah oui. C'est ça aussi la limite, c'est qu'effectivement, physiquement, on ne peut pas lire les 5500. Alors, il y a beaucoup de rééditions, mais on ne peut pas lire les 5500. Donc, effectivement, il y a des choix à faire. Et le lecteur encore moins. Donc nous, on fait ces choix et on oriente le lecteur vers les choses qui nous paraissent intéressantes à lire pour lui. Alors c'est quoi qui fait qu'une bande dessinée historique est plus intéressante qu'une autre? Ah bah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a la qualité du dessin, bien sûr. Bon, ça c'est valable pour toutes les BD. Oui, tout à fait. En fait, il y a les mêmes critères que les autres BD, sauf peut-être. Bah, c'est effectivement les mêmes critères, mais pour une thématique un peu précise sur l'histoire. Mais effectivement, on en revient aux mêmes choses. Alors après, effectivement, peut-être que en termes de réalisme historique, il peut y avoir aussi quelque chose en plus dans ces bandes dessinées-là. Est-ce que le trait est important? C'est-à-dire qu'en gros, on aurait tendance à penser qu'avec l'histoire, on ne plaisante pas. Et donc, on aurait un trait plus réaliste. Je vais donner un contre-exemple qui est Astérix. Mais je pense que peu de lecteurs d'Astérix ont considéré Astérix comme une BD historique. Hein, on va y revenir tout à l'heure. Donc, et puis finalement, une BD qui est écrite maintenant, qui relate notre vie de maintenant, dans 100 ans, elle sera historique. Comment ça marche ça? En fait, je pense que ça dépend beaucoup si les auteurs assument leurs propos. C'est-à-dire que s'ils vont jusqu'au bout de leur démarche. C'est-à-dire que Astérix, c'est clairement un album humoristique, mais c'est aussi un album qui va parler de la société française de l'époque et quand tout ça est sorti. Mais les auteurs sont allés à fond dans leur truc. Ils n'ont pas essayé de dessiner des vrais Gaulois, ils n'ont pas essayé de dessiner des vrais Romains. Ils ont pris la documentation de l'époque, ils s'en sont servis, ils l'ont bien mélangé et ils ont fini par produire ce qui est devenu un vrai classique. Quand les albums commencent à vouloir être trop près de la réalité, en essayant de singer ou d'essayer de faire l'historique, en général, ça marche pas, quoi. D'accord. Il faut qu'il y ait vraiment du bon scénario et un dessin qui s'assume. Et si le mec sait pas dessiner vraiment les personnages, c'est pas grave. Du moment qu'ils vont vraiment à fond dans leur affaire. Pour revenir à ta question, parce qu'on va parler un peu de cases d'histoire quand même. Oui, cases d'histoire. oui. Non, mais par rapport à la vie, leur œuvre, tu vois, parce que leur dévotion pour en effet la culture bédélistique des Français. Cases d'histoire, c'est un site qui est spécialisé justement sur cette bande dessinée qui a trait et qui touche à l'histoire. D'accord. Avec un certain nombre d'articles de fond également, pas seulement art artistique, mais également des articles qui vont avoir trait à des polémiques. On en parlait tout à l'heure dans le train concernant une polémique qui a eu lieu sur Tintin en Amérique récemment, avec un certain nombre de choses. Donc il y a un travail justement qui dépasse en fait le cadre uniquement donc de la bande dessinée. D'accord, c'est comme une espèce de genre de trick-track qui parlerait de BD, mais c'est comme si sur trick-track on ne parlait que des jeux. Que de X-Rules quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait super intéressant ça. Non, Ça, c'est une très idée, intéressant. ça. C'est quoi? C'est le volume qui permet ça. On le disait tout à l'heure, 500 BD qui parlent en français, qui parlent de l'histoire, c'est le volume qui permet ça. C'est à la fois le volume
c'est à la fois l'histoire, parce que des bandes dessinées historiques, on en parlait tout à l'heure, Alix, Ouais. qu'on peut considérer comme un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée historique. Des exemples. Ça commence Ouais, juste après la guerre. guerre. Donc c'est une vieille bande dessinée historique qui est à la fois de l'histoire et en même temps du patrimoine. Tintin, qui n'était pas à l'époque des sorties d'albums des bandes dessinées historiques, mais plutôt des bandes dessinées d'actualité et d'aventure, est devenu de la bande dessinée historique. Donc il y a à la fois le volume de ce qui sort, mais il y a aussi le patrimoine. Oui, quand on analyse avec le recul, comme l'histoire, quoi. En gros, l'histoire, elle s'écrit après, pas pendant, l'air de rien. Non, justement, ça c'est un propos qui est intéressant, parce que dans la présentation de cette bande dessinée justement historique, de toute façon Stéphane, tu as débuté, mais reviens un petit peu à la genèse de ce qu'est une bande dessinée historique et comment ça se constitue et comment tout ça s'est imposé finalement au fil du temps. Oui, parce qu'il y a Alors, effectivement, tu disais, vu le volume, ça doit être assez simple. Alors, effectivement, vu le volume, c'est assez simple de trouver de l'actualité, bien sûr, mais des sujets, parce que toutes les périodes sont traitées. Voilà, on peut traiter de l'Antiquité, de l'époque médiévale, moderne, contemporaine. On a ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut sur toutes les périodes. Donc, vraiment, on est gâté avec ça. Et c'est vrai qu'on a commencé à un petit peu voir des tendances, des genres dans la bande dessinée historique qui pourraient se découper. On peut démarrer par exemple, la bande dessinée vraiment comme Alix, qui évidemment fictionnelle, mais qui se veut précise, qui se veut vraiment remettre un contexte, un arrière-plan historique très poussé, très riche dans l'histoire. Ça, c'est un genre intéressant pour la bande dessinée historique. Il peut se décliner aussi. Par exemple, il y a les bios de personnages historiques, de personnages célèbres. Par exemple, Tiens, par exemple, ça vient de sortir. C'est une biographie Enfin, une biographie. C'est les premières années de François Mitterrand, de l'avant-guerre jusqu'à la Libération. Ok. Mais là, je me pose une question, du coup, sur parce que j'aime bien les bonnes définitions pour être sûr de ce dont on parle. Là, la démarche historique, on la comprend immédiatement. C'est-à-dire que le type, il s'est emparé de la vie de Mitterrand, on sait qui il est, il y a des biographies qui ont été écrites, on connaît l'histoire, surtout nous parce qu'on l'a vécu. Mais donc là, c'est évident. Qu'est-ce que vous appelez, vraiment, vous considérez la limite de la BD historique? C'est par exemple, parce qu'une bande dessinée, c'est un décor et une aventure, une histoire. D'accord? Est-ce que le décor suffit à en considérer que c'est historique? C'est-à-dire que j'invente un personnage, voilà, et puis je pourrais très bien raconter son histoire là, maintenant, en 2015, je pourrais la raconter au XVIIIe siècle, et je pourrais la raconter au Moyen-Âge, ou voire au temps préhistorique, si le fond que je veux faire passer est détaché de l'histoire. Je vous parlais de relations humaines, j'en sais foutre rien, une histoire d'amour. Bon, je décide de planter le décor au Moyen-Âge. Est-ce que ça en fait une BD historique? Ou est-ce que c'est vraiment. Parce que là c'est le propos qui est historique. Puisque le décor, il va avec. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais là, tu parles justement d'une des catégories qu'ils vont présenter tous les deux, puisque tu as plusieurs types Il y a d'implications. des niveaux, en fait. D'accord. Il y a des niveaux. En fait, il y a des genres. Donc ça, donc Thierry a parlé de la BD historique qui se veut le plus proche possible de l'histoire. Donc là, on a Alix qui est un chef-d'œuvre. On a des choses plus récentes. On a vu avec la commémoration de la guerre de 14, la commémoration du débarquement de Waterloo, de tout ça, sortir pléthore d'albums. Après, la qualité graphique, narrative est souvent assez faible, mais on a le débarquement, minute par minute, avec ça s'est passé comme ça, à tel endroit. Voilà, on est dans un espèce de cours d'histoire. En fait, il y a des niveaux. Vous Voilà. n'interdissez rien. L'extrême. Alors, extrêmes. l'extrême, c'est par exemple la période. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas revenir à quelque chose de trop contemporain, parce que là, ça tombe dans quelque chose qui est plus du documentaire. Donc quelque chose qui, après les années 90 par exemple, on met un peu de côté parce que D'accord, donc ça c'est la limite. c'est trop ça. proche. Non, ça peut être les années 80. Il y avait une bande dessinée par exemple qui s'appelle Action Truden, qui s'inspire d'Action Directe. Et qui refait un groupuscule anarchiste qui fait des attentats. Dans les années 80, on prend.
un peu plus récent, ça commence à Ouais. devenir limite. Après, il y a aussi le problème de l'histoire de l'art. Ouais. Une biographie d'un peintre, de Rembrandt, on ne prend pas. Parce D'accord. que Il c'est vous faut des plus faits. l'histoire de l'art. Bah, C'est les faits. Ce qui fait il l'histoire, ce sont les faits. il faut mettre des limites parce que sinon tout est historique. Oui, mais au bout d'un moment, ça, ce que j'ai dit, ça le devient. Ouais. Ce qui est fait maintenant, dans 30 ans, ça sera, Voilà. sera historique. Comme c'est Stéphane Tintin, aujourd'hui, le Lotus Bleu, c'est historique. Au milieu des années 30, c'était du reportage quasiment Ok. sur le vif. D'ailleurs, Tintin, petit reporter. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, ok. Donc, pour être dans le cadre. Ouais, je vois. Ouais, après, pour revenir à ce que tu disais, par exemple, si tu prends cet album, qui est un bel album en trois volumes, ça se passe pendant la guerre de sécession. C'est l'histoire d'un tireur d'élite qui tue une petite fille par accident. Toute l'histoire, ça va être son combat D'accord. contre cette chose horrible. Et on peut trouver la même chose pendant la guerre de 14, la même D'accord. chose au Moyen-Âge. Là, le contexte. Là, c'est le décor et le Voilà. contexte de l'époque qui fait que ça devient une BD historique. Voilà. Ok, j'ai compris l'idée. Après, l'autre limite, mais ça Thierry est plus spécialiste que moi de l'Uchronie, qui est un autre genre de. Ouais. Un autre genre de. Eh oui, parce que là, l'Uchronie, c'est vraiment c'est triturer l'histoire, la déformer et en faire autre chose. Donc, du coup, Mais c'est quand même de l'histoire. C'est quand même de l'histoire parce qu'ils reprennent un événement précis, un événement historique précis, et puis après, voilà, les auteurs partent dans autre chose. Et si la France, Ouais, et si ils partent dans autre chose qui est une certaine vision de l'histoire qui est intéressante à analyser aussi. Alors c'est moins, voilà, c'est de la fiction, c'est plus fictionnel, mais c'est quand même dans un cadre historique très précis et pour continuer dans les genres de BD historiques, donc il y a l'Uchronie, il y a la BD très précise sur l'histoire, il y a la bio d'un personnage connu, et puis il peut y avoir aussi la bio d'un personnage inconnu, comme par exemple la guerre d'Alan, où l'auteur Emmanuel Guibert a recueilli les souvenirs de ce Alan Ingram Cope, qui était Un Kidam, un GI Kidam. voilà, de base, qui a même pas forcément combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été dans les services de santé. Et en fait, voilà, c'est toute sa vie, à partir du moment où il est incorporé dans les troupes américaines, et jusqu'à la libération. d'accord. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui est inconnu. On va faire un zoom parce que je trouve les images, vraiment, les dessins vraiment très très beaux en fait. La mise Voilà, en page, ouais. la Ah mise bah, en page est très plaisante. Emmanuel Guibert, c'est un c'est, virtuose, un artisan c'est vraiment, du dessin. Pas que les autres étaient moins bien, mais là, ça donne envie particulièrement d'aller voir un plus gros plan. Et là, on est vraiment au cœur d'un personnage, au cœur de l'action, bah, c'est autre chose, c'est une autre facette d'une représentation historique. C'est sobre, il n'y a aucun décor. Enfin, si, il y en a quelques-uns, mais Ouais, souvent, mais c'est très souvent blanc, le fond est blanc. Mm. Ça met en. Ouais, là, c'est vraiment focus ça sur fait le ça personnage. donne Ouais. une puissance au. Alors ça, c'est Alors moi j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la bande dessinée dite historique, c'est quelque chose qui est très, on va dire, franco-belge? Ou est-ce qu'on retrouve un petit peu le même style aux États-Unis, notamment, ou dans d'autres pays? Alors, très bonne question. Ça sent le mec qui a préparé quand même. Très bonne Ça, les question. mecs ont préparé dans le train. Effectivement, on se rend compte que du côté des comics, le propos historique n'est pas très présent. Les auteurs américains aiment plutôt pour le mainstream, hein, aiment plutôt les sujets de genre, science-fiction, horreur, Polar. fantastique, polar, super-héros, tout ça. Et trouver des comics historiques, il faut chercher. Hein, il faut chercher. Il n'y en a pas 500 comme pour le franco-belge. Le Alors, pourcentage est plus bas. il y a un exemple là, Alors, qui vient du patrimoine. Vas-y, Donc, Stéphane. ça, c'est une série des années 50. Les scénarios ont été écrits par Harvey Kurtzman, qui est le grand scénariste fondateur de MAD. Et il a réuni autour de lui la crème de la crème des auteurs de l'époque pour raconter des histoires. Bon, c'est uniquement des histoires de guerre, en 6 planches, quelquefois 8, mais souvent 6 planches. Il balaye de l'histoire romaine jusqu'à la guerre de Corée, parce que c'est des albums qui sortent pendant la guerre de Corée. Là, on est vraiment dans le comics américain de patrimoine des années 50, tout en noir et blanc.
très expressif, Oui, très, très. Je vais aller sur la caméra déportée. C'est très ça, je envoie à efficace. note pour aller montrer les petites cases pareilles. Elles sont chargées, elles sont. Après, c'est des histoires édifiantes. À chaque Ouais. fois, il y a une sorte de morale à la fin. On le connaît lui. Voilà, donc c'est les Américains qui se penchent sur Napoléon, qui se penchent sur la chute de Rome, qui se penchent sur la guerre de 14. Chaque fois, ils traitent une période différente. On a du western, Oui, il y a tout. Il y a tout, ouais. on a tout ça. Mais c'est vraiment, là, c'est du comics et après, ça disparaît un peu Ouais. du comics. Après, quelquefois, dans le comics, il y a des références historiques. Oui, bien sûr. Oui. Par exemple, L'axe du mal, c'est toujours le. Oui. Hein. dans Casse L'Est, d'Histoire, Ouest, tout ça. dans Casse d'Histoire, on avait parlé de Hydra, Ouais. fameuse organisation criminelle. Si on creuse, Oui. on est dans l'histoire, on est Bien sûr, bien sûr. dans une vision du nazisme, une vision du communisme. Et alors là c'est américain, mais il y a quand même aussi une production anglaise et avec ce formidable série sur la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre de Charlie. Alors, je vais aller sur le centre de la table parce qu'elle est plus. Donc, mais dans l'ensemble, c'est quand même. C'est beaucoup plus rare. Voilà, on est sur Dans des le monde public- sur- anglo-saxon. Nous sommes sur des publications françaises, Il y a. d'éditeurs belges. Plutôt. Plutôt. Mais plutôt. on a aussi, On a aussi du manga quand même. Mais pendant- juste 2 secondes, c'est quoi cet état de fait, c'est parce que le public, c'est quoi? C'est l'offre, la demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que les Américains sont moins historiques? Parce qu'ils ont une petite histoire qui a 200-300 ans, Ouais, ça doit être. il y a moins de ça support, doit on être sait pas, lié à c'est ça. pas, il y a pas de, c'est pas que le public est hermétique, c'est. Non, mais il y a aussi qu'ils ont un rapport à la bande dessinée qui est un petit peu différent. Ouais. Parce que peut-être que l'histoire, ils la mettent dans le cinéma et dans Ouais, on le voit beaucoup, ils ont beaucoup de films de guerre. dans beaucoup ce de médium, films, et pas forcément dans la bande dessinée. D'accord. Et puis effectivement, les bandes dessinées de guerre américaines, il y a eu quand même le code, le comics code, qui a vraiment, au début dans les années 50, qui a censuré les bandes dessinées américaines et qui ont été obligées de faire des choses beaucoup moins violentes, pas de sexe et tout ça. Donc peut-être que si on veut faire des bandes dessinées de guerre, si elles ne sont pas violentes, ça va être plus compliqué. Donc il y a peut-être plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, mais c'est vrai qu'au final, on a peu de comics historiques. Alors, par contre, tu parlais Il y a- d'Asie. il y a Là, quand même du en manga. Asie, ils ont de l'histoire. eux. Il y a quand même du manga aussi, côté japonais, donc les trois principaux pôles de bande dessinée qui sont les États-Unis, l'Europe et le Japon. Alors, je suis pas habitué, mais ça s'ouvre dans ce sens-là, Dans c'est ce ça. sens-là. Hein. Je ne lis pas ce genre de choses. C'est de droite à C'est gauche. tes enfants qui. Ce Même qui est- pas. ce qui est- Sud, on va lire. Ce qui est intéressant dans les mangas japonais, c'est qu'il y a des choses sur l'histoire du Japon, mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, en tout cas dans ce qui est traduit, sur l'histoire de l'Europe. Donc il y a des mangas sur l'histoire romaine, sur les guerres puniques, Ah oui. qui sont assez passionnants et bien documentés. Et là, Thierry a ramené cet ovni absolument magnifique, C'est très étonnant, oui, comme. qui est l'histoire de la famille Samson, qui était la famille de bourreaux jusqu'au début du 19e siècle. Donc bourreaux de père en fils, de père en beau-fils, de père en beau-frère. Je crois que ça. Je crois que la famille vraiment- Samson, ça Alors, débute moi, sous Louis XIII. Hein. Je trouve, je vais critiquer, hein, excusez-moi, mais je trouve qu'une planche aussi magnifique, c'est abject de la couper en plein milieu par un. Ben, ça, Excusez-moi, je ne Ah connais ouais. pas ces Ah gens bah, ni rien, non, mais là, ce plan-là, il est juste sublime. Ouais. Ah, ça, Ah, c'est non, toujours mais le c'est vrai, problème des doubles c'est, pages. c'est le problème des j'aime bien. mangas, du Puis petit format. dessiner un pied et tout, c'est pas évident, mais là, c'est vraiment. Ça arrache la gueule. Hein. Donc là, c'est le Japon qui s'intéresse à notre histoire et c'est hyper documenté. Après, il y a Ah ouais, la vache. Après, il y a un style manga. Dans Innocent, dans celui-là, il y a eu des inventions Ouais. narratives qui sont époustouflantes. Et ça, c'est un auteur. C'est quoi son nom, C'est monsieur un auteur japonais. Japonais. Donc, je vais pas m'oser assis. Non, j'ose pas. Sakamoto, j'y arrive, mais le prénom, je laisse tomber. Ok. Alors après, la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que aujourd'hui le public français
qui s'intéresse de toute façon à l'histoire, et on le voit à travers des publications très nombreuses, hein, que ce soit chez Fayard, Talandier, Perrin, Calment Lévy, Albin Michel, on peut citer un Folio, qui après publie des choses. Est-ce que c'est ce public français qui est réceptif à l'histoire et qui achète des livres d'histoire qui justement aujourd'hui va répondre aux publications de tous les éditeurs que l'on a aujourd'hui sur la table, pour créer cette demande et pour l'alimenter? Est-ce que là, on a vraiment un rapport de cause à effet? Je pense que les éditeurs de bande dessinée aimeraient bien que les lecteurs de livres historiques, de romans ou de livres scientifiques historiques se penchent sur les BD historiques. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est vraiment le gros des lecteurs, c'est des amateurs de bande dessinée qui aiment bien l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des collections qui se mettent en place, c'est que les éditeurs de bande dessinée espèrent toucher ce public qui est aussi énorme de lecteurs, d'amateurs, de passionnés d'histoire, pour avoir un public différent et qui vient s'ajouter. Et c'est aussi un peu l'idée de Case d'Histoire, du site Case d'Histoire, c'est d'essayer de faire venir les gens qui aiment l'histoire à la bande dessinée en leur disant: regardez, lisez ça, vous nous en direz des nouvelles. Ce n'est pas qu'enfantin, parce que la BD a encore cette image. Dans ce que tu as montré, par exemple, du manga, c'est franchement pas un bouquin qu'on peut Pour les mettre, enfants. Non. Bien qu'ils aient nettoyé, j'ai trouvé une case où j'avais effacé le sexe de la dame. Voilà, c'est ça, ouais. Là, ils ont toujours des tabous et des. Voilà, c'est dommage parce que. Oui, on peut écorcher des gens en toute quiétude, mais Nous sommes loin du ventre du monde. Ouais, de Courbet, là, à l'origine du monde de Courbet, c'est. L'origine du mais monde. on a quand même quelques têtes coupées. Oui, là, ça passe. Oui, là, aucun souci. Mais ça ne passe pas. C'est pas très grave. Oui, c'est absolument pas pour les enfants. Mais c'est vrai que, comme le jeu de société l'avait, là encore, lire des bandes dessinées, c'est un truc de gosse. Ah ouais, complètement. Voilà. Bon, il se trouve que, comme le jeu de société, pas maintenant, il y a des adultes qui jouent, c'est-à-dire que les gens qui étaient enfants n'ont pas arrêté de jouer, les lecteurs de BD, parce que la bande dessinée, ça a explosé vraiment, on va dire quoi, 70-80. Quand c'est devenu un truc, on a commencé à beaucoup lire, quand on avait 15 ans, 10 ans en 80, on en a 50 maintenant. Bon, je ne connais pas vos âges, mais c'est pour ça qu'après on se met à lire. Et quand on était fan de BD, parce que c'est peut-être comme ça que ça a commencé, vous étiez lecteur de BD plus jeune. Ah bah oui. Et votre cursus d'historien, c'est quoi? C'est fac, c'est quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà, vous n'avez pas arrêté de lire des BD, vous avez fait mais je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de romans historiques ou de gens qui s'intéressent à l'histoire qui n'étaient pas des lecteurs de bande dessinée et qui considèrent que c'est... Et sachant que les jeunes qui lisent de la BD maintenant vont plus aller vers ce genre-là que vers ce genre-là, il doit y avoir une fracture assez... D'où l'intérêt, effectivement, j'ai surfé un petit peu avant de venir ici sur Case d'Histoire. Donc on le disait, il y a deux niveaux dans Case d'Histoire. Il y a la chronique simple et pure de la bande dessinée, c'est-à-dire le rapport lecteur standard qui doit analyser, je ne sais pas comment fonctionner, mais j'imagine l'histoire, l'intérêt global qui perd l'histoire, le trait, tout ça, les qualités intrinsèques à une BD. Comme une autre chronique, mais plus sur les qualités historiques. Et puis il y a un deuxième niveau qui est une analyse plus pointue historique de la chose, c'est ça? Il y a un niveau qu'on appelle nous le magazine, qui est un magazine qui est pour l'instant mensuel, qui est thématique, qui était gratuit mais qui va devenir payant. Parce qu'il faut bien manger et vivre. Parce qu'il faut bien manger et vivre. Surtout que ça l'on à écrire, ce genre de choses. Et puis que chaque magazine, c'est l'équivalent d'un magazine papier entre 30 et 40 pages. Donc il y a quand même beaucoup de travail. Et puis voilà, on estime qu'on doit payer le travail. Oui, vous avez raison. Donc c'est thématique. Donc on prend un thème, on a pris Napoléon, on a pris la Shoah, on a pris les femmes dans la bande dessinée historique, on a pris Hugo Pratt et l'histoire. Là, le prochain, ça va être pour la sortie des nouveaux Alix, Rome dans la bande dessinée. Donc là, on choisit ces thèmes et on analyse les albums ou les thèmes qui en ont traité vraiment comme des historiens. D'accord. Avec des interviews d'historiens qui vont nous parler des tendances, de la véracité des albums, de ce que ça a apporté à l'histoire, ce genre de choses. Mais aussi, on a une équipe de profs d'histoire qui travaillent avec nous, qui font des chroniques régulièrement dans le flux gratuit. Mais chaque mois, on a un prof d'histoire qui nous fait Laurent Lessou, d'ailleurs, on peut dire son petit nom, qui nous fait un dossier pédagogique. Donc, enseigner la Shoah avec la bande dessinée, enseigner Napoléon avec la bande dessinée, et il prend à chaque fois, suivant les âges, suivant les programmes, il conseille des albums, il conseille des approches. Parce qu'on s'est aperçu que les professeurs d'histoire étaient souvent de grands fans de BD historique. Ah oui, d'accord. Et qu'ils
ils aiment l'utiliser, ils aiment pouvoir montrer ça à leurs élèves parce que c'est une façon. Pour c'est les- intéressant, parce qu'on rentre en fait sur un sujet aussi qui nous a animés là, dans le train, c'était à quel moment la retranscription de l'histoire en bande dessinée peut être plus ou moins véridique, orientée, par rapport à l'utilisation sur un prof d'histoire. Mais c'est intéressant, c'est la manière de décliner sur des outils pédagogiques en fait. Mais ça, c'est Nouveau- le problème, nouveau- il est pas, à mon sens, il est pas juste posable sur la BD. C'est Non, tout, c'est tout ce qui parle de c'est un l'histoire. exemple, c'est un les- exemple, c'est l'exemple. tout ce qui parle de Mais l'histoire. justement, pour revenir à ça, Stéphane, il y a une chose qui est assez intéressante. C'est dans les grandes périodes après-guerre. Donc on parlait d'Alix tout à l'heure, on a vérifié 48, premier 48, album. Ouais. 48 Alix, le premier album. Quoi. C'est juste un dingue. Est-ce que tu peux nous faire un découpage des grandes périodes avec les quelques grands titres qui qualifient en fait ce qu'on voulait aujourd'hui définir comme la bande dessinée historique ou d'histoire, pour voir cette évolution, que ce soit en nombre de titres. Parce qu'évidemment, il y a 40 ans, on n'était pas du tout à 500 publications, tu le disais tout à l'heure. Et puis, il y a 40, je pense que dans les années 50, sortir une bande dessinée sur l'histoire comme Joseph, tu sais, sur cette histoire de déportés sur les camps, ça ne devait pas être facile non plus. Sortir une bande dessinée, comme disait Thierry tout à l'heure, d'actualité sur, par exemple, Joseph, Staline, ça ne devait pas être facile non plus. Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu cette évolution, ces tendances jusqu'à aujourd'hui? Les tendances, vraiment le gros de la bande dessinée historique telle qu'on l'a présentée là, ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années à peu près. Ouais, donc c'est très récent. Ouais, c'est récent. Moi, je dirais. Alors, ça rejoint aussi. Ça rejoint aussi l'histoire de la bande dessinée, parce que l'histoire de la bande dessinée est pas linéaire. C'est-à-dire que jusqu'aux années 70, comment dire, le créneau de publication de la bande dessinée, c'est le magazine. Il y a peu d'albums. Et les albums viennent après le Il y a des magazine. épisodes, il y a 3 planches, Alors, 2 ça planches. paraît dans Spirou, ça paraît dans le journal de Tintin, et puis après, hop, ils en font un album. Et à partir des années 70, l'album arrive, le magazine décline, et bon, il y en a aujourd'hui, il y en a de moins en moins. L'album arrive, et là, effectivement, là, c'est la librairie et c'est l'album. Et les sujets sont plus les mêmes. Et pendant toute cette période où c'est que le magazine, les grandes séries historiques, ouais, elles se comptent sur le doigt de la main, quoi, hein. Alors après, il y a les belles histoires de l'oncle Paul dans Spirou, où c'est vraiment très... Voilà, il y a 6 pages et c'est très édifiant. On va vous raconter la vie de je ne sais pas qui, Ignace de Loyola. Mais à part Astérix, qui démarre en 59, après, dans les années 80, il y a vraiment toute une vague. Il y a une sorte de revival ou de création de la BD historique, notamment avec Les Passagers du Vent, qui démarre dans ces eaux-là, où c'est vraiment le choc, parce que François Bourgeon a une documentation. Le bateau, il est parti des plans du vrai bateau. Du vrai négrier. Voilà, le fortin de la traite d'esclaves en Afrique, il l'a reconstruit et il l'a éclairé avec des lampes pour voir l'éclairage, pour décider. Bon, une précision chirurgicale. Et tout ça, Les Passagers du Vent, en fait, ça a annoncé toute une vague de bande dessinée historique, à tel point que dans les années 80, il y a un magazine qui est spécialisé dans la bande dessinée historique qui s'appelle Vécu, et qui ne publie que de la bande dessinée historique. C'est Glénat, c'est les éditions Glénat qui lancent Vécu, et Glénat se spécialise aussi dans la bande, toujours aujourd'hui, mais il se spécialise dès le début dans la bande dessinée historique. Donc dès les années 80, il y a quelque chose qui démarre. C'est pas la même, il n'y a pas la même variété de genres dans la bande dessinée historique, mais il commence à y avoir beaucoup de publications historiques en BD. Puis on passe à des choses qui sont peut-être plus écrites pour un public adulte. Avec une vraie écriture On romanesque. sort du côté humoristique dont tu Ouais, parlais voilà, pour partir oui, vers des choses C'est plus des noms rigolos comme c'est automatique ou des trucs comme Voilà. ça. On sort tout à fait. d'Astérix, on sort de Lucky Luke, on sort de tout ça. Oui, parce que c'est vrai, tu as raison. Les tuniques bleues, Ouais. c'est historique, hein, c'est Ouais, des séries ouais. historiques, mais c'est comique. C'est moins grave que... Voilà, c'est ça. L'histoire n'est pas vraiment, enfin l'histoire avec un H n'est pas vraiment le centre de la bande dessinée. C'est un prétexte. Voilà, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Ok. Alors après,
Pardon, Juste, moi je voulais faire une petite déviation très rapide sur une bande dessinée historique que personnellement j'adore, mais qui est vraiment très spéciale. J'ai fait télécharger la couverture Ah bah alors. des aventures de Cellulite Ah oui. de Claire Bretéché. Ouais. J'ai une vraie tendresse pour cet album, Uh-huh. parce que d'abord c'est hilarant, Uh-huh. c'est une vision de l'histoire qui est totalement délirante et complètement déformée. Mais en même temps, c'est une façon de parler de la condition des femmes. Donc ça doit être 72, 73, quelque chose comme Début ça. des années 70, ouais. Voilà, donc là c'est une femme et des femmes dans la bande dessinée historique à cette époque-là, je pense pas qu'il y en ait, Oh bah un peu, à part elle. Florence Sestac. qui s'emparent d'un sujet historique qui est un espèce de vikingo, chevalier, avec des histoires de princesses, de châteaux, de princes charmants, qui est un truc très enfantin, très féminin, et elle va en faire une espèce de bâton de dynamite. Ouais, à qui, l'époque. Ouais. qui est toujours aussi puissant, toujours aussi drôle. Et voilà, c'est une façon de prendre l'histoire, de prendre l'humour et la bande dessinée historique pour l'amener à un point de, j'allais dire, Ouais, assez tout à fait, subversif. Quoi. Effectivement, quand on voit la couverture et quand on se souvient de cette bande dessinée que moi j'ai dû lire il y a très très longtemps, quand on l'a en main, on ne pense pas à une bande dessinée historique. Non, On pense pas. Autant tu prends ça, tu penses à une bande dessinée historique, ça là, autant Bretéché, tu ne penses pas qu'elle fait une belle historique. Ouais, tout à fait. Très, Mais très juste. vraiment, c'est une façon d'utiliser l'histoire qui Ah. est. Ok. qui est Mais libre. ça rejoint ce que tu disais sur Astérix, c'est-à-dire que Cellulite, ça parle plus des années 70 que de la période qui est traitée dans Oui. dans l'album. Oui, tout à fait. Astérix, ça parle plus, autant ou plus de la période France, les années gaulienne 60, Tout à fait, que ouais. des Gaulois. C'est plus gaulien que gaulois. Ouais, exactement. C'est pas Ouais. mal, ça. Ouais. Ça, on retient là. On le Le bon notez-le mot, si, le bon mot. notez-le si vous voulez. Ouais. Même si, effectivement, ils se sont documentés quand même pour Ouais. faire quelque chose de valable. Mais la documentation à l'époque, la documentation pour Alix, par exemple, qui paraît, Alix, ça paraît très documenté, précis. c'est très documenté. Ouais. Sauf que la documentation que Jacques Martin a utilisée, c'est de la documentation du 19e siècle. Ouais. Aujourd'hui, la recherche a avancé énormément. Et donc, ce qu'on va faire, par exemple, Gloria Victis, Ici. voilà, c'est beaucoup plus réaliste, on va dire, que Puis alors, qu'Alix. Il y a une chose, parce qu'on parle justement de bande dessinée et d'histoire, mais ce qui est intéressant dans cette bande dessinée d'histoire, c'est qu'elle ne parle pas que de conflits, de guerre, elle parle justement de l'histoire. Enfin, tu faisais référence à la condition des femmes il n'y a pas très longtemps, mais c'est aussi ce contexte qui est intéressant, c'est de replacer les choses. On le verra tout à l'heure avec un album sur François Villon, donc poète, qui va décrire la vie au Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est justement de s'en servir comme d'un support de découverte finalement. Et Complètement. aujourd'hui, dans les 500 albums qui paraissent, vous estimez que cette bande dessinée historique de découverte, elle se situe à quoi, à 50% des albums, 60, 70%, comparé à des albums qui sont plutôt orientés conflit, guerre. Ouais, la bande dessinée a quand même tendance à, comme le cinéma, a quand même tendance à s'engouffrer dans les portes un peu ouvertes. Donc, la Première Guerre mondiale, depuis 2014, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Seconde Guerre mondiale, ça marche aussi super bien. Il y a quand même des thématiques qui reviennent très très souvent, et c'est plutôt quelque chose de guerrier, mais de plus en plus, il y a des choses qui se démarquent, et j'ai apporté notamment Magasin Général, qui est la dernière série de Loisel, le Régis Loisel qu'on connaît pour La Quête de l'Oiseau du Temps et Peter Pan. Et là, c'est tout simplement la vie dans un village au Québec pendant l'entre-deux-guerres. D'accord. Donc pas de combat, pas de mort. Pas de violence. S'il y a un mort, Zut, bah non, fallait pas le non, dire. non, mais c'est au départ. On sait que le mari de Marie, justement, vient de mourir, mais de mort naturelle. Et voilà, donc c'est simplement la vie de ce village, mais c'est passionnant. On se laisse emporter On par va aller voir des cases un peu plus près. Attention. Petit mouvement rotatif de type transversal. Voilà. Et là, il y a une reconstitution de la vie au Québec dans l'entre-deux-guerres qui est admirable. C'est vraiment, on s'y croirait. Le vocabulaire aussi est choisi.
Il y a un- Donc c'est du québécois. C'est du québécois. Alors Loisel est français et Jean-Louis Tripp aussi. Donc ils ont essayé de faire du québécois et ils ont demandé à Jimmy Beaulieu, qui est un auteur de BD québécois, de passer dessus et puis de corriger. Donc c'est vraiment du québécois avec les expressions qu'on comprend plus ou moins par moment, mais c'est passionnant. Mais voilà, c'est plus une comédie à la Capra, qu'à la Frank Capra, que quelque chose de l'aventure. Ouais. Mais il y a ça aussi. Parce que ce qu'on recherche souvent dans l'histoire, et ce qui vient tout de suite frapper les esprits, c'est ça, c'est l'aventure, c'est le courage, la gloire, le héros. Ça revient souvent. Ça revient souvent encore. Non, mais après là, sur ce genre d'album historique, on est vraiment dans la qualité de l'écriture et la qualité du dessin Ouais, tout à fait, ouais. qui est très prenante. Je crois qu'ils ont fait, c'est 9 tomes. 9 tomes, ouais. Ah oui. Donc pendant 9 tomes, on est dans ce petit village et on n'a pas envie forcément d'en sortir. Ben non, parce que les personnages, on les connaît tellement que c'est nos amis. Là. Donc Ouais. à la fin, mais ça ressemble un petit peu à Maria Chapdelaine, à la série Maria Chapdelaine, mais voilà, c'est de l'histoire. Je vais dire, C'est si un on petit village dans la forêt. Complètement, ouais, complètement. Ah bah ouais, Non, mais c'est si on, tout à si fait on ça. fait un parallèle, ça ressemble beaucoup aux très bonnes séries télévisées qu'on Ouais. a actuellement. C'est pas forcément des choses qui sont épiques ou qui sont d'un romanesque forcené, mais si c'est bien écrit, on regarde et on lit avec plaisir. En tout cas, le trait, il est plaisant. Et puis, c'est tout en couleur. Ouais. Eh oui, Ah, le Québec en couleur, c'est beau. ouais, c'est joli. Ah, c'est blanc. Ouais, L'été mais indien, c'est rouge. mais c'est vrai que, juste pour finir, la question de la couleur aussi est intéressante, parce que, par exemple, les archives qu'on peut voir à la télé, les archives qui datent d'avant la couleur, la Première Guerre mondiale, on la connaît en noir et blanc. Ouais. Enfin, les images qui bougent, on les connaît en noir et blanc. Donc c'est vrai que là, ça permet de recréer quelque chose c'est aussi quelque chose que la bande dessinée apporte, c'est recréer une ambiance qu'on n'a pas forcément. Et donc ça, ils en sont au 9e volume, c'est ça? Et c'est terminé, le 9e c'était le dernier. Ouais. D'accord, d'accord. Moi qui n'aimais pas commencer les séries par le numéro 1 et 2, j'attendais qu'il y en ait plein, parce que comme un truc me plaît, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Ben, tu vois, c'est bien que le dernier volume soit arrivé, si ça vous plaît, paf, hop, on prend les 9. Tiens, pour rebondir sur mon camarade Thierry, pour vous dire à quel point on est complémentaires. Quand il parlait de l'ambiance, on a aussi amené ça, qui est un album qui est paru l'an dernier, Ouais. Vivre à en mourir. qui est l'histoire de Marcel Reymann, qui est un des résistants qui figurait sur l'affiche rouge. Tiens, pour les petits genoux qui ne savent pas aller derrière, ça va vous dire quelque chose. Alors je vais l'amener sur la déportée, hop, comme ceci, voilà, elle est là. Voilà, Marcel, il est ici, tac, entre les deux doigts. Mort pour la France. Donc Jeanne Puchol, qui est la dessinatrice, et Laurent Galandon ont eu envie de parler de cette histoire, et à force de travail, ils ont choisi l'histoire de ce personnage, qui va donc à la fin être fusillé. Mais c'est l'histoire de son engagement, de son entrée dans la résistance, mais c'est aussi, grâce aux couleurs, au dessin, au découpage, l'ambiance de Paris, l'ambiance de cette époque, quoi. Et ils ont choisi une mise en couleur qui est assez inhabituelle, avec des grands aplats, avec du jaune, du rose, du vert clair, du mauve. Et on retrouve le Paris des années 40. Et ça marche. Donc très peu de texte, voilà, beaucoup de narration par le découpage, mais ça suffit. Et là, on est dans l'histoire d'un personnage singulier qui, historiquement, n'a pas eu une importance démesurée, hein, mais qui, symboliquement, Ça raconte aussi l'histoire. Ça que raconte aussi des gens l'histoire. qui étaient discrets ou lambda devenaient des micro-héros à un moment précis Ouais, tout à parce fait. que les circonstances les a amenés à devenir et ça permet de réfléchir Un sur micro-héros. l'époque, sur tout ce qui s'est passé. Exact. On parlait des belles histoires de l'oncle Paul. Cette bande dessinée, c'est une bande dessinée édifiante aussi, mais c'est pas du tout le même style. Les belles histoires de l'oncle Paul, c'était les petits enfants, il ne faut pas faire ça comme ça. Bon. Là, on ressort, on ferme le truc, on se dit ah ouais, il y a quelqu'un qui à un moment
s'est levé et a dit non, c'est pas possible, moi je veux pas que ça se passe comme ça. Et voilà. Et ben, c'est un exemple. Donc c'est vrai que c'est un autre style par rapport aux années 60 qui est. J'aime beaucoup cette image. Bah, justement, là, pour revenir aux années 60, alors faisons un petit retour en arrière avant de présenter d'ailleurs d'autres albums, puis je pense qu'on reviendra sur le choix que vous avez opéré. Ouais. Alors, quels sont les classiques? Alors, on en a déjà abordé un, c'est Alix, hein, mais quels sont les classiques de cette bande dessinée d'histoire? Ah, ben, années 60. Des trucs qu'on ne peut pas louper, c'est ça? Oui, évidemment. Et puis, pas n'importe lequel. Ah, encore, tu t'appelles Stéphane Dominacci, c'est ça? Ou un truc comme ça? Non, c'est Thierry, non, c'est Thierry. Stéphane. Dominique. Dominique, tu t'appelles Dominique. Ah donc en fait on n'est pas des connards. Ouais, non, c'est ça. Bah non, ouais, C'est ça. très bonne. Astérix en Corse. Voilà, donc oui. J'ai c'est la pris base. celui-là parce que moi c'est celui que je préfère. Mais il y en a d'autres qui sont très Oui, parce que le mieux, c'est la Serpe d'Or. Voilà. Donc Ouais. c'est comme ça, hein. Je te dis. C'est bien avec Astérix, c'est que chacun a son préféré. Ouais, Donc voilà, les années 60, bon, Astérix, c'est. ça marque, ça a marqué, ça marque ouais, encore, ouais. parce qu'on en fait Dernier un film, album, on fait encore vient de sortir. Mais Oui. ça marque tellement qu'on est allé au mois de juin au Muséo Parc d'Alésia, Ouais. qui est quand même Une un référence, musée sérieux. Ce musée a fait une exposition Astérix. Ah oui. Dans chaque petite salle, il y a une mise en scène qui est assez belle, et il y a des historiens patentés, certifiés, tamponnés, qui se sont penchés sur les albums et qui ont essayé de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, en faisant cette analyse. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, l'histoire des Gaulois, Ah bah c'est Astérix. Ah ben c'est normal. Alésia, pour avoir séché 90% des cours d'histoire à l'école, si je C'est pas bien, connais, ça. c'est mal, je sais, mais si je connais le nom d'Alésia, c'est grâce à Astérix, c'est rien d'autre. Et donc pour C'est le pas un- 99% de la population française, c'est-à-dire qu'il y a 1% qui fait de l'histoire romaine Ouais. à l'école ou à la Ouais. fac, et encore c'est beaucoup, l'histoire d'Astérix, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée. Quoi. Ouais, oui, et oui, c'est oui, pas oui. discutable. Ouais. Voilà, Oui, alors que c'est un peu. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, de toute façon, Goscinny s'en cachait pas non plus. Non, non. Il cherchait pas à faire un livre d'histoire. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a même parfois ils étaient un peu en avance sur leur temps et sur la recherche. Et ils ont fait des choses qui, finalement, à l'époque, n'étaient pas validées et que plus ont tard, validé, avec ouais. les fouilles, on s'est dit, ah bah tiens, là, ils avaient raison. La façon de faire un char, là, ah bah finalement, ils avaient raison. Mais le casque, par exemple, le casque d'Astérix est complètement... les ailes, là, c'est une vision du 19e siècle Ouais. et des peintres pompiers, etc., qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, puisque personne ne pouvait marcher avec ça sur la tête, c'est ridicule. Bah, voilà. On voit ça dans les Comic-Con, c'est tout. Oui, c'est ça. Dans les films Alors, de super-héros. mais- donc on a parlé donc d'Alix. Alix, Alix ouais. qui tient donc une part importante dans cette documentation, Ah notamment ouais. celle dont tu Ah qui bah tu ouais. avant. Alix, c'est jusqu'à combien? On est à combien d'albums, Alix? Parce que alors maintenant il y a la jeunesse d'Alix. Hein, Non, la vieillesse. Pardon, la la vieillesse. Alix Avec Sénateur. Alix Ah, Sénateur. il était jeune au départ, il n'est pas très vieux. Ouais. Mais non, mais c'est combien d'albums au total? Ah, la collection classique, on n'en songe pas à 35. Ouais, c'est énorme. Ouais, avec les repreneurs maintenant. Avec Ouais. plusieurs dessinateurs, voilà, c'est dont ça. un dessinateur qui a repris maintenant le personnage, qui a travaillé avec Jacques Martin. Donc on est à la fois dans la qualité du dessin, Ouais. la qualité du scénario, qui avait été un peu Oublié. légèrement perdu. Ouais, ouais. On a Et en connu ça même, avec C'est Astérix. pas et en- facile, ouais, c'est voilà. pas facile, les reprises, Et en c'est même temps, jamais facile. on est dans l'Alix canonique. Ceux qui aiment Alix sont ravis, sont pas perdus Ouais. et sont enchantés de retrouver ça. Alix a leur âge maintenant, donc. Ouais, Dans c'est la vrai. BD. Mais il n'a pas beaucoup vieilli, Alix. Ouais, hein. ouais. Bah, alors, dans Alix Sénator, qui est une série parallèle, justement, Alix est au Sénat et est sénateur, et a vieilli à, je sais pas quel âge, à 50 ans ou 50, peu près, 60 ans. ouais. quoi. Et donc, on le retrouve un peu plus tard, et là, c'est donc deux auteurs encore différents, avec un dessin qui est vraiment très très bien et un scénario qui est bien aussi.
Donc Alix Senator, c'est... Là, c'est l'exemple de la c'est- série qui a ouais. bien vieilli. Ouais, Et là, qui- c'est une Alix très Astérix, belle deux réussite. classiques qui se passent plus ou moins. Antiquité. À peu Hein, près, ouais, ça, mes époques, attends. ouais. À peu près Après, mes si on époques. saute, on n'a pas forcément tout amené parce que sinon. Ça fait oui, 500 par an, ça fait beaucoup. Voilà, et puis venir jusqu'à Orléans avec 50 kilos de papier, c'était. Ouais, Guillaume est fort. Ah oui, Il a, on aurait peut-être il a pu- les Wargames, Ah ouais. c'est vrai que là, pour tout à l'heure. C'est le plus fort d'entre nous, donc c'est lui qui a pris le plus. Alors en grand classique, il y a quoi d'autre à part ces deux-là? Il y a Lucky Luke, Ouais. qui traite d'une période à l'époque où c'est sorti. C'était à la fois la grande période et un peu la fin du grand western américain. Là, Goscinny, qui fait Astérix aussi, s'empare de cette mythologie pour en faire un truc À part, assez génial. Ouais. Il prend des vrais personnages, Oui, des parce qu'il y a- vraies il y a Calamity situations. Jane, il y a tout ça à l'intérieur. Ouais, complètement, ouais. Les Dalton Ouais. ont existé Billy pour de the vrai. Kid, Les voilà. Kid, voilà, c'est... Donc c'est une vraie bande dessinée historique. Voilà, ça, Mais c'est pareil, c'est rigolo parce que j'avais jamais envisagé Lucky Luke ou Astérix sous la vision historique. Et d'un seul coup, c'est vrai que Ouais, ça fait bizarre. c'est Tu vois, je veux dire, une Lucky Luke, c'est facette. historique, ouais, c'est bizarre. Mais c'est vrai qu'il y a Calamity Jane à l'intérieur. Ouais. Donc c'est un Ouais, il y a personnage, aussi le président des États-Unis, Oui, 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 il y a- oui, il y a c'est pas historique. mal. Il y a- C'est beaucoup moins documenté quand même Ouais. qu'Astérix, par exemple. Mais alors, Lucky Luke, qui fête l'année prochaine, c'est 70 ans. Donc Lucky Luke, c'est 1946. C'est pour ça qu'il a arrêté de fumer, parce qu'il y a un moment donné, Oui, c'est les poumons. à sont 70 ans, les poumons, son médecin lui a dit il y a 20 ans, dis donc, Lucky, t'arrêtes. Hein C'est ça. Alors, Son Lucky médecin, Luke, son médecin américain. Son médecin américain, il fait tu arrêtes. Il aurait pu Ouais, passer à la pipe aussi. Ouais, oui, bien sûr. Ce serait autre chose. Autre chose. Donc, la d'histoire. là. Lucky, ouais, c'est ça. Lucky Luke, dans les années 60, qu'est-ce qu'il y a comme série comme ça Après, on a d'autres séries qui sont là aussi des grands classiques. On a Buck Danny, Ouais. qui là aussi, Buck Danny, c'est aussi une vieille bande dessinée qui commence par des événements historiques, puisqu'on commence à la Seconde Guerre mondiale et on va suivre Buck Danny, guerre de Corée, et après il y a de l'espionnage, ouais, il y a tout un... Ils sont plus ou moins dans la guerre froide, hein, on est vraiment à la fois dans de l'histoire et en même temps dans l'actualité. Et là pareil, on a une documentation en béton armé, Ouais. puisque le scénariste était pilote d'avion, passionné d'aviation, il se tenait au courant des dernières inventions, des derniers engins. Les boutons sont au bon endroit. Normalement, Ouais. ouais. Ah mon Dieu, mais là il se rend pas compte, il a appuyé sur le siège éjectable. Donc, ça, Mais c'est certains particulièrement vicieux sont en train de regarder les uniformes de Buck Danny pour voir si par hasard Ouais, là, il y ils a se des- seraient pas trompés Ouais, dans la évidemment. position des chevrons. Ouais. Ouais. c'est important. Alors, on parlait tout à l'heure d'Hugo Pratt, Corto Maltese. Donc, qu'est-ce qu'on. C'est un classique ça aussi. Ah bah ouais, C'est ouais, génial. mais c'est... Alors, c'est pas tous complètement- les albums, tu vois, mais C'est dans- complètement Corto Maltese, c'est complètement historique puisque la vie de Corto Maltese démarre à la fin du 19e siècle et on perd sa trace pendant la guerre d'Espagne en 1936. Donc voilà, tous les albums sont entre la fin du 19e siècle et 1936. Enfin, même plus précisément entre 1904, la guerre russo-japonaise, 1904-1905 et 1900, fin des années 20. Donc voilà, il vit la Première Guerre mondiale, il n'y participe pas en tant que combattant, mais il vit la Première Guerre mondiale, il est dans les tranchées, il passe dans les tranchées pendant la bataille de la Somme. Il côtoie les républicains, les indépendantistes irlandais en 1916. Donc il fait un petit tour en Russie. il fait un petit tour en Russie après la contre-révolution. Donc il est à fond dans l'histoire. Ah ouais. Et Hugo Pratt était d'ailleurs on a vu la couverture du magazine Caisse d'Histoire pendant le générique du début. Notre dernier numéro est consacré à Hugo Pratt et l'histoire. Il y a énormément de choses à dire, pas seulement Corto Maltese d'ailleurs, parce qu'il y a Ticonderoga, Fort Wheeling, Fanfoula. Je crois qu'il y a une biographie qui vient de paraître. C'est celle-là dont vous parlez, c'est vous l'abordez parce qu'il y a une biographie qui vient d'être publiée. Non, il y a je crois. le nouveau Corto Maltese qui est Non, sorti. t'as le nouveau, mais je crois que tu as un livre qui est une biographie de Corto Maltese ou alors qui est paru récemment. C'est des rééditions. Il y a un hors-série, il y a eu un hors-série l'Express sur Corto Maltese. Je parlais d'un livre, je parlais d'un ouvrage. livre, mais, en bio, ouais. Bon, après, il y a des rééditions, parce que c'était le moment pour effectivement remettre ça au bout du Après, jour. si on continue à avancer, après Corto, on ne peut pas éviter de parler de Tardy, Forcément. qui même si c'est une vision assez politique de la Première Guerre mondiale, Ouais. on en parlait dans le train, c'est quand même quelqu'un qui va vraiment révolutionner le trait de la Ouais. BD historique, de la BD de guerre, et qui va révolutionner l'écriture de la BD de Bah, tiens, guerre. on Mais récupère avec ça sur Tardy, l'album. est-ce que vous considérez que les Adèle Blanc-Sec, par exemple, c'est historique?
Ah bah oui, Oui. bien C'est une sûr. vision de Paris. Après, ça, c'est c'est non, mais je pose la fantastique. question. les gens C'est- Paris. c'est une vision On, de est d'accord, Paris. on parle Tardy, En revanche, on parle guerre de 14. Ça, Et Adèle, aussi, Adèle Blanc-Sec, c'est aussi la Guerre de Première 60. Guerre mondiale. Ouais, bien sûr. Il y a aussi des... Mais bon, c'est quelqu'un qui n'a pas existé. C'est un peu comme la famille québécoise, la canadienne. ouais, complètement. Ça raconte une. Et puis c'est plus social, du polar, voire du polar un peu fantastique. Mais c'est quand même. Alors donc là, Le Cri du Peuple, c'était la série de Tardy sur la Commune, avec des personnages historiques connus, Louise Michel, le général Trochu, etc. Mais les personnages principaux sont des personnages lambda. Et donc là, voilà, il y a tout le déroulement de la commune vu depuis. Mais Tardy, là, il avait tout pour lui quand même, parce qu'il a le détail, le détail des immeubles, Ah, des rues de Paris, des gens, et puis le côté arrondi qui fait que c'est pas agressif. Tu vois, quand tu prends une BD, tout à l'heure j'en ai passé une ou deux là où c'est la guerre aux États-Unis, la violence tu l'as dans le trait, tu vois. tu l'as dans l'angle. Ouais, tu sais exactement. Alors que chez Tardy, c'est ultra violent, mais c'est rond. Donc du coup, tu C'est le rond du canon. Oui, qui enfin, je sais pas, tu vois, adoucit tout ça. je sais Oui, pas c'est si ça, je suis- on a l'impression que si c'est je suis rond pas- et puis en fait. Voilà, je sais pas si c'est ce que je déclare, mais du coup, tu passes ça et tu vas au bout. Tu lis. La qualité du dessin Ah ouais, est- c'est juste, est quand même extraordinaire. Et là, en ce qui concerne la précision documentaire, par exemple pour ces bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale, il avait comme conseiller technique Jean-Pierre Vernet, qui est un collectionneur fou d'objets, de photos, de films, de tout sur la Première Guerre mondiale, et qui d'ailleurs a contribué à créer le musée de la Grande Guerre de Meaux. La collection du musée de la Grande Guerre de Meaux, c'est pratiquement la collection de Jean-Pierre Vernet, Ouais. D'accord. qui était le conseiller et un des scénaristes sur Putain de guerre de Tardy. Donc quand Tardy disait « j'ai besoin d'un fusil, d'un chasse-peau, d'un adi, nanana », hop, Il il l'avait, lui ouais. donnait, même pas une photo, il lui donnait l'objet, quoi. Donc là, la précision est... On ne peut pas ne pas aimer ça. Note, je vais aller en caméra déportée. Attention, mouvement latéral glissant. C'est parti. Alors quand on aime en plus Paris et compagnie, je veux dire, c'est juste. Ah bah oui, là, la On ne connaît pas le reconstitution, théâtre de l'Odéon, c'est pas ainsi la reconstitution est... Non, c'est juste. Voilà, On est c'est dedans, juste quoi. magnifique. Putain, ça, c'est juste. Voilà quoi. Faut dire que moi, j'aime particulièrement ces quartiers-là de Paris. Donc, Ouais. donc ça me. Et puis j'ai beaucoup lu Tardy. Et puis et souvent, c'est des choses qui ont disparu. Mhm. C'est des quartiers qu'on ne voit plus. Donc c'est vrai que cette reconstitution est... L'élégance, hein, la force, on sent l'intelligence. Ah, bah, ça, c'est une question de barbe aussi. Hein. Ouais, peut-être. Il paraît que les barbus sont plus de qualité pour faire la guerre que les autres. Ah, sans doute. C'est pour ça que les légionnaires ont la barbe. Ça, Ouais, sans doute. Les En fait, sapeurs. Les sapeurs. les sapeurs, c'est une question de testostérone en fait. La barbe, le fait de ne pas la raser, fait que tu as plus de testostérone et tu es plus. Je t'assure. J'ai regardé un documentaire sur les légionnaires il y a pas une semaine et il disait ça. Ouais. Et c'est pour ça que les légionnaires se laissaient pousser la barbe parce que Ouais. ça. Ça, c'était avant l'invention du gaz moutarde. Ouais, peut-être, ouais. Après, Ouais, parce la qu'après les barbe, masques, il fallait les raser. Bah, ouais, ouais. Ouais, maintenant, il y a une convention qui a été signée, on n'a plus le droit aux armes chimiques. Ah ouais Ouais, il C'est paraît. pas mal les conventions. ouais. Il paraît, ouais. Bon, ça c'est Tardy. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, Stéphane, après Tardy et bon, cette superbe histoire. Alors, ça, c'est quatre tomes, hein, Le Cri du Le Peuple. Cri du Peuple, c'est 4 tomes. ouais. C'est une excellente histoire sur la commune. Après, il y a une série que Thierry a citée tout à l'heure, qui est Les Passagers du Vent. Ouais. Là, on n'a Ouais, ça, c'est- on n'a pas les albums. Ouais. Qui est une série qu'on se lasse jamais de lire et de relire, quoi. À chaque fois, on est réembarqué dans l'histoire. Et puis à tel point que là, pour le coup, je ne vais pas me tromper, il y a la vieillesse justement de l'héroïne qu'on retrouve en 2 tomes, qui a été publié il y a quelques temps. C'est même la descendante, Bah, d'où la descendante descendante, qu'on retrouve en Louisiane en Louisiane, un peu plus tard, à la fin à l'époque de la guerre de sécession, me semble-t-il. Oui, et c'est vrai que la précision il y a en même temps la précision de la documentation de François Bourgeon, le fait que le personnage principal est une femme, ce qui n'était Ouais, pas ce qui est assez forcément... novateur, ouais. Il y avait Natacha, il y avait Yoko Tsuno, sorti de ça. Bon. Et puis le fait que ça parlait de la traite négrière. Et au début des années 80, la traite négrière, ce n'était pas encore un sujet qui était abordé facilement.
Et donc, il y a toutes ces choses qui font que. Et puis, l'histoire qui est prenante, la narration, il n'y a rien à dire. Donc, tout ça fait que quand c'est arrivé, ça a été le coup de massue sur le lecteur et ça a eu un succès. Et voilà, l'importance de cette série. Après, une des choses qu'il faut. C'est très connu, mais c'est quand même un immense travail. C'est la série des 6 volumes de Il était une fois en France. Je connais pas. Alors ça, c'est un classique qui fait partie des bandes dessinées plutôt récentes, mais qui déjà est en train de s'installer dans les classiques. Hein. Oui. Bah, c'est un classique déjà par la qualité de son écriture, par la qualité de son dessin et par le sujet abordé. Là, ça raconte l'histoire de l'occupation, mais à travers un personnage qui est Joseph Joanovici, qui est un personnage comme je pense que ça n'a jamais existé dans l'histoire, ça n'existera plus pendant très longtemps. Personnage de roman. Qui est un personnage de roman, qui est un ferrailleur, qui est capable de juste en mordant un morceau de métal, quasiment de donner les teneurs d'alliage et la qualité du métal. Et ce personnage qui vient d'Europe de l'Est va faire rapidement fortune dans le ferraillage. Et quand arrive l'occupation et les Allemands débarquent à Paris, il est tellement extraordinaire qu'il va réussir à vendre du métal aux Allemands, à augmenter sa fortune dans des proportions Golosal, à travailler à la fois pour la résistance, la préfecture de police et la Gestapo française. Il est fort. Ouais, il faut lire. Oui, il faut le À obtenir un certificat d'arianité alors que rien ne le prédisposait à en obtenir un, à survivre à la libération de Paris en glissant entre les gouttes, à obtenir un certificat de résistant. Il est fort. Ah ouais, Il existait lui, non? L'anguille. Il a existé, oui. C'est sa vraie vie. Ouais. Ah oui. Bon, après, Comment t'appelles ça? Il était une fois en France. Il était une fois en France. C'est chez Glénat. C'est chez Glénat, c'est Fabien Nury sorti et Sylvain Vallée. en 6 volumes, c'est sorti en intégrale couleur, en intégrale noir et blanc. Je crois qu'il y a une intégrale qui va ressortir. Il y a une nouvelle intégrale qui ressort là. Ah là, une histoire sur l'occupation, c'est le classique. Ouais. D'accord. Les classiques récents. Récent, Alors mais- moi j'ai une question pour vous deux. J'avais essayé de te piéger quand on s'était rencontrés. Est-ce que tu penses que donc Druillet avec Salammbô, c'est un classique de la bande dessinée historique par rapport au travail que Flaubert a fait sur toute cette période? Tu le classerais où, cet ouvrage un peu hors norme? C'est hors norme. Ouais. Un classique, Druillet, je sais pas si c'est un classique, en tout cas c'est un grand créateur de la bande dessinée. Moi c'est pas tellement ma came, mais Moi non plus. Mais c'est vrai que dans l'histoire de la BD, il est important. c'est vraiment quelqu'un c'est une qui époque. a... C'est un jalon. Ouais. C'est une a époque. inventé. 75-85. Salammbô, c'est le problème des adaptations littéraires. Voilà, donc est-ce qu'une adaptation littéraire d'un grand classique de la littérature et une bande dessinée historique, c'est un problème qu'on ne s'est pas posé en fait. Après, il faudrait voir. Alors, effectivement, si on considère que c'est une bande dessinée historique, il faut la traiter comme telle et vraiment l'angle historique plutôt que son adaptation et son. Alors, à ce moment-là, il faudrait repartir au roman et dire voilà qu'est-ce qu'on va dire de l'Antiquité et qu'est-ce que tout ça. Pourquoi pas? Mais on ses limites quand même. Hein. C'est parce que c'est un traitement, c'est vrai, qui est très particulier et c'est de la science-fiction. Donc, Oui, parce que là, je pense qu'on mettrait ça de côté. Mais si tu y tiens absolument, on peut la chroniquer. Non, mais par rapport justement au ça traitement se que discute. l'on a d'une œuvre Ouais, bien sûr. donc, Ça se majeure, discute, ouais. Salammbô, qui traite bien évidemment d'un sujet historique très intéressant, donc les guerres puniques, bah, ouais. et qui après est revisité par un grand illustrateur français avec son style assez Mais là, inimitable. alors par exemple, il y a une bande dessinée en 2 tomes ou 3 tomes qui est sortie assez récemment, qui s'appelle Les voleurs de Carthage. Je crois, Les voleurs de Carthage, oui, c'est ça. Et qui traite un petit peu de cette période-là. Il y a un petit côté Salammbô. Alors là, oui, parce que là, c'est une fiction, mais ça se passe à cette époque-là, et c'est pas une adaptation en science-fiction. Donc là, oui, effectivement, Druillet. Bon. Ouais, non, mais c'est juste pour voir les limites du genre. Ouais, les limites du genre, moi je pense à vous écouter depuis le début que c'est impossible à définir. Parce que c'est mouvant. J'ai l'impression que c'est mouvant. C'est au cas par cas, parfois. Oui, ouais. c'est vrai. voilà, Parce que une frontière un peu floue. Et puis, Le problème, c'est qu'on sait assez bien
ce qui n'en est pas. Ouais. Et après, pour savoir ce qui en est, c'est plus voilà. compliqué. Ouais. Parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de l'histoire de l'art et donc les bios d'artistes, de peintres qui sortent en ce moment. Là, il y a une collection. pensais On a Chez reçu le ici Manara, Lautrec, on a reçu le dessinateur le de Caravage de Caravage de Manara. Manara, Et alors, mais sauf que il y a un Van Eyck qui est sorti et l'histoire sur Van Eyck, en fait, traite de son activité d'espion, diplomate espion. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la bio d'un peintre, on est dans son activité d'espion fin du Moyen-Âge. Donc là, ça devient de l'histoire. Donc, Ouais, bon, c'est compliqué. c'est au cas par cas. Mais une BD qui parlerait d'une œuvre, par exemple, qui traiterait de la Joconde, l'histoire de la Joconde. Ça parle d'un peintre, Ah ouais. ça parle d'un tableau, on est Oui, dans l'histoire de l'art. sous Est-ce que cet est-ce que angle, c'est un- ouais, sous cet angle-là, pourquoi pas, Je pose la question, ouais. moi, je sais Ouais, pas, hein, pourquoi mais pas. Pourquoi pas. ça m'a l'air assez compliqué quand même. Non, ouais, c'est pas, compliqué. c'est pas. Il y a des choses évidentes, hein, voilà. Il y a- Un truc sur la guerre de 14, c'est la guerre de 14. Voilà. Dans la même collection, il y a un album sur Goya. Et alors l'angle en fait de cette collection sur les peintres, c'est la réalisation d'une œuvre du peintre. Donc là, c'est Goya et c'est un tableau de Goya. Et donc là, c'est vraiment le processus créatif de Goya, dans quel état d'esprit il était. Là, on s'éloigne. Mais c'est vrai que Van Mais Eyck, là, on s'éloigne. Excusez-moi, jeune homme. Là, on s'éloigne parce que vous êtes peut-être plus sensible à l'histoire sous l'angle, on va dire, de faits marquants, politiques non, mais c'est vrai que sociétal. à partir Mais du moment où un mec qui utilise l'histoire de l'art, pour lui, c'est de l'histoire. Enfin, oui, ça dépend comment c'est c'est- traité. voilà, ça dépend comment c'est- c'est traité parce que si c'est stylistique, là on est plus dans l'art, dans l'artistique que dans l'histoire. Mais si c'est effectivement la période pendant laquelle l'œuvre a été créée et pourquoi elle a été créée, parce que Beethoven, pourquoi il a créé cette symphonie là, parce qu'il y avait Napoléon qui a pris Vienne, etc. Là effectivement on est plus dans quelque chose d'historique. Mais bon, il faut qu'on se mette des limites, parce que sinon, bien on sûr, va parler de c'est- tout. mais je les vois bien les limites depuis le départ. Il y en a une qui est très rigolote, c'est l'histoire. Il faut déjà, pour décider que c'est l'histoire, il faut déjà un délai entre Voilà, le moment où chronologiquement, on ouais, c'est raconte ça. l'histoire maintenant, il faut 30 ans, 20 ans. Donc dans 20 ans, Voilà. les trucs qui sont écrits maintenant sont Tout peut-être à historiques fait. dans 20 ans, Eh ben oui, on laisse passer. complètement. Ben oui, c'est un exercice extrêmement compliqué. Parce que moi qui fais un peu d'histoire de l'art à l'école, pour moi, comment Goya a imaginé pourquoi faire une œuvre, pour moi c'est de l'histoire. Mais complètement, oui, c'est quand tu pareil. rentres il y a des musées, tu rentres dans un musée, on raconte l'histoire du Après, tableau. il y a un truc très vulgaire, très prosaïque, c'est que on n'a pas le temps de tout lire. Oui, c'est ça aussi, oui. Donc c'est vos limites à vous, oui. Oui, parce que regarde un exemple, là, on s'est rendu compte très très récemment que toute la période de l'action painting, Pollock, etc., c'est l'abstrait des années 60 américain, était complètement manipulé par la CIA pour en faire une arme politique. Donc imaginons qu'on fasse un bouquin sur Pollock, on raconte sa vie, d'un coup c'est pas historique, mais si on prend ça sous l'angle, en fait c'était des manipulations, parce qu'ils étaient communistes plus ou moins, donc c'était pour infiltrer tous les milieux communistes, ils aidaient pour aller. Bref, d'un coup, parce qu'il y a de la politique, ça devient... Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, là, il y a une bio de François Villon par Luigi Critone, qui est un très 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 bon dessinateur italien de la nouvelle génération. Alors faisons-nous le lien avec les albums que tu conseillerais, Thierry, d'acheter absolument pour les fans de bande dessinée sur cette fin d'année. Est-ce que pour toi ça en fait partie? Ah, c'est un truc récent. Alors ça le premier tome, il doit avoir 3 ans, quelque chose comme ça. Moi, ça, j'achèterais les yeux fermés. Hein. Ça, c'est quelle que soit la période, même pour... Le second a 1 an. Oui, le second est plus proche. Ouais, ça fait partie. Alors là, c'est l'adaptation d'un bouquin de Jean Telet sur François Villon. François Villon, voilà, est-ce qu'on le prend comme le poète Bon, là, en fait, c'est vraiment la reconstitution, c'est sa vie, et c'est la reconstitution de l'arrière-plan historique médiéval qui est super bien fait. Et là, on est dans le Moyen-Âge, là, on est en plein dedans. Et là l'angle est plus historique que sur ce qu'il a écrit. Mais ça, oui, ça, il faut l'avoir dans sa BD Tech, ça c'est certain.
Alors, ce que tu me disais, c'est qu'on découvre aussi un petit peu le vrai François Villon, celui qui sort Bah voilà, parce de que Michelet. voilà, le grand public connaît pas forcément, déjà on connaît pas forcément ses poèmes, mais ne connaît pas sa vie. Et là, on se rend, là où c'est vraiment très bien fait dans cet album, c'est que au départ, il est présenté comme un étudiant. Sympathique, un petit peu, voilà, un peu fêtard, un peu, mais voilà, qui fait des bêtises, bon, ok. Et tout d'un coup, surtout dans le tome 2, à la fin, il fait des choses terribles, des choses vraiment moralement Ignoble. Bienvenue parmi les ignobles. Voilà. Et là, alors qu'on s'était attaché au personnage, on se prend en pleine face ce type qui devient une ordure. Et c'est là où on sent que l'album est bien fait, c'est que ça nous fait quelque chose. Bah oui, C'est que on est trahi. Mais oui, Eh on se dit, oui, mais c'est eh, pas, on est mais c'est trahi. pas vrai. Et alors là, on se demande si il faut qu'on le suive ou si on le rejette. Et ça crée des émotions que moi j'ai rarement ressenties en lisant une bande dessinée. Donc c'est vrai que là c'est un. Tiens, Je te passe. juste dans un peu le même genre, mais pas du tout dans le même style. Donc ça aussi, tu conseilles, hein, Stéphane, les yeux fermés. Hein. Ça, les Là, yeux on fermés, passe à la- ça voilà. c'est sorti il y a quelques Bah, on semaines. dirait que c'est lui. Ah, on dirait qui? À ton avis, qui est-ce? Bah, moi, je dirais que c'est Céline. Donc, C'est Céline. bravo. En fait, j'aime. c'est un Bien scénario, vu. c'est un album qui raconte la fuite de Céline, donc en 1944. Donc, le débarquement a eu lieu, les Américains se rapprochent de Paris. Comme il n'a pas été très brillant pendant l'occupation, il doit quand même se sauver assez vite. Donc, il part avec son chat Bébert, sa femme. Tu veux dire brillant politiquement parlant? Oui. Oui. Pas net. Oui, parce qu'après, il a surveillé des gens. Donc, il part avec sa femme, son chat Bébert, et puis Robert Le Vigan, qui est un magnifique. grand acteur de l'époque, mais qui est aussi pas un acteur moralement très brillant. impliqué. Et ils ont pris 3 livres de Céline, donc Nord, d'un château l'autre, et puis le dernier m'échappe, qui raconte donc la fuite de Céline en Allemagne jusqu'au Danemark. Donc là, on est dans l'histoire littéraire, mais on est aussi dans l'histoire politique, parce qu'il va croiser le maréchal Pétain, il va Laval. croiser Laval, il va croiser les Français en exil à Sigmaringen, il va croiser des Allemands. On est vraiment dans le portrait d'une époque, le portrait d'un homme. Et d'une micro-société, c'est ahurissant. On se croirait dans le bunker d'Hitler en mai 45. Alors, je vais faire un Tu peux me faire un compliment mouvement latéral, transversal. Le trait, alors après moi, c'est mes goûts personnels. Hein. Ça te plaît ça? Ouais, Alors, ça, je vais ça me montrer plaît. ça. Là, Voilà, ça, c'est ça bon. me plaît, ça, Voilà ça me pourquoi ça plaît à Monsieur Guillaume. Ouais. Mais sinon, je trouve le trait juste splendide. Regarde-moi ça. C'est juste magnifique. Ça a été publié C'est, quand, Stéphane, cet C'est album? sorti il y a un mois. D'accord. Ah ouais, C'est chez qui? C'est Futuropolis. Le trait est splendide. Qui fait ça? C'est deux. Christophe Malavoie, c'est l'acteur, non? Ouais, c'est c'est l'acteur scénario qui fait le scénario. ouais. D'accord. Et les deux dessinateurs Paul et Gaëtan Brésil de Frangin. voilà, qui viennent plutôt du jeu vidéo, je crois. Oh, mais c'est juste magnifique, regarde. C'est. Et ce qui est Reste assez- assis, hein, ne nous fais pas comme dans Docteur Non, non. Folamour. ce qui est Le réflexe. Ce qui est assez fort dans cet album, c'est que l'écriture du scénario a la même densité que le dessin. Ah ouais, c'est. C'est vraiment une immense réussite. Et voilà, c'était pas évident au départ parce qu'on voit Christophe Malavoie. On se dit Christophe Malavoie, mais. Quel rapport? Oui, d'où ça sort. En fait, il est littérature. passionné par Céline. Bah oui, il c'est- est vraiment mais passionné c'est- par Céline. Et réussir à faire quelque chose de compréhensible à partir de tout ça, c'est chapeau. Mais Et c'est c'est- la première Donc partie. là, non, mais là, pour le coup, Ça a été accueilli comment ça? Parce que bon, par bah, ça vient on de peut- paraître. Ouais. Bah oui, mais bon, il y a des gens qui l'ont lu déjà, j'imagine. Donc. En termes, tu veux dire, parce en termes que- de polémique. Oui, parce que Céline, bon, on a plus ou moins pas accepté, mais bon, on en parle plus facilement maintenant qu'il y a 30 ans de Céline. Complètement. 40 ans. Mais ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que il y a plusieurs facettes. Alors c'est vrai qu'il apparaît d'abord comme un médecin qui peut sauver des juifs, qui peut soigner des résistants, et en même temps un type voilà qui peut aussi avoir des idées qui sont pas extraordinaires. Et il y a un peu les deux et c'est très c'est pas monolithique. D'accord. C'est pas une condamnation de C'est- Céline ou c'est pas une remise de dire Céline On ne il peut pas, était ouais. super. Il y a tous les côtés et ça en donne un personnage complexe
et c'est pas mal fait. Puis il y a une galerie de portraits qui est... Ah oui, alors autour de lui, en revanche, C'est juste beau, il regarde. y a des sacrés numéros. Non mais ça c'est typiquement l'album qui convient aux personnes qui s'intéressent à l'histoire, Ah qui oui voudraient en fait redécouvrir l'histoire à travers une bande Complètement. dessinée, ou si on a un cadeau à faire sympa à quelqu'un à Noël, Ah oui, et oui, qui sans s'intéresse à problème. l'histoire, a priori il devrait Complètement, être comblé. Ah ouais, Ouais. Ah ouais. Pas forcément d'ailleurs amateur de Céline, mais voilà, quelqu'un qui a envie de se pencher sur un moment. Je vais pas révéler la fin parce qu'on ne sait pas s'il meurt ou pas, mais Enfin, ça C'est tiens. c'est juste magnifique. Regarde, Dans ça, le là, même- ouais. dans la même- Là, dessus, Ouais, on peut tu veux là-dessus, qu'on là, poursuive Oui, parce sur- que Oui, on y va, ouais. regarde, ça c'est beau quoi. C'est juste magnifique ça. Non, mais on te le laissera. On te le laissera. Faut pas vous prendre vos jeux, vos jeux, vos Non, livres. on t'en enverra un. Eh ben, avec plaisir. Alors, dans les nouveautés fin d'année, Stéphane. Dernière biographie Donc, on l'a vu tout à l'heure rapidement, ouais. de personnage qui a vraiment existé. Donc ce livre extrêmement inattendu, c'est publié par Rue de Sèvres. C'est vrai que... Je dois dire que personne... je Rue de pense- Sèvres, tu peux nous dire que... Alors, Rue de Sèvres, c'est un éditeur relativement récent qui, depuis quelques mois, se met à publier vraiment des albums sérieux, bien faits, bien édités. Donc voilà, Donc c'est le, comme je disais tout à l'heure, c'est le département bande dessinée de l'école des loisirs. Ah oui, des loisirs, à voilà. l'école des loisirs, qui est Voilà. vraiment. Mes enfants ont été élevés avec l'école des loisirs. Voilà, qui est Quand on a un bon parent, on abonne ses Bah, enfants. tu seras élevé à Rue de Sèvres. Ouais, C'est c'est- un d'accord. monstre. Et donc là, la biographie de François Mitterrand, normalement, la suite va arriver dans les années qui viennent. Mais là, on est sur le François Mitterrand un peu sulfureux, qui a donné lieu à des polémiques. Donc juste avant la guerre, où c'est un jeune homme de droite plutôt catholique, jusqu'à la Libération, où entre-temps, il aura été fait prisonnier, il se sera échappé, il aura travaillé à Vichy. Et dans son parcours, il aura rencontré, disons, les bonnes personnes qui vont l'amener et qui vont se poser les mêmes questions que lui, ce qui fait qu'il va passer progressivement à la résistance. Donc, comme pour Céline, c'est un album qui porte pas de jugement, qui présente à peu près, je dirais, à charge et à décharge, qui va juste raconter l'histoire d'un homme de cette époque, plutôt intelligent, très cultivé, très ambitieux, qui sait à chaque fois prendre les bonnes décisions, on va dire. Donc là aussi, quelque chose d'inattendu, du très très beau dessin, et un scénario vraiment bien foutu. Je vais faire un mouvement transversal pour aller C'est- montrer le dessin. C'est pas la même virtuosité que l'album de Céline, Ah, ça n'a pas grand-chose à voir. mais on est dans C'est du un trait plus rapide, un peu plus nerveux. Donc c'est la partie, donc c'est marqué sur le titre, hein, c'est un jeune homme de droite. Voilà, on s'arrête en 45, 46, enfin juste à la fin, très très peu de temps après la guerre. Parce qu'on a toujours dit que Mitterrand était un homme de droite qui œuvrait à gauche, et que Chirac était un homme de gauche qui œuvrait à droite. Je sais pas si vous... Mais on attendra la bande dessinée Ouais, sur Chirac. sur Chirac. Oui, c'est ça, oui, pour l'instant. Elle ne va pas tarder. Il n'y en a pas de prévu, Pas mais encore, ça va pas tarder. Oui, hein. oui, ça Laissons-le mourir. voilà. Donc l'autre intérêt, si ça peut avoir Il un a déjà perdu intérêt, la tête. c'est que le scénariste est belge. D'accord. Ah oui, donc c'est un point de vue assez rigolo. Donc c'est une biographie qui n'est pas une biographie qui nous vient de chez nous. Ok. Précision Donc, intéressante. Donc c'est un regard, C'est moins un regard important. acéré. Ouais. Alors, après cet ouvrage, après la Seconde Guerre mondiale, on passe à quoi Ah bah la première, allez. Allez, la On a- première, on a la plusieurs première. choses. Tu- Allez, Puisque c'est bientôt la fin des... Ah, ça, c'est. des 100 ans. ça, Oui, c'est- encore, ça, je on a pense encore, que là, tu as des choses à dire. On a encore 3-4 ans. Voilà, alors là, c'est un de mes coups de cœur de la rentrée. C'est une histoire sur la Première Guerre mondiale, mais vraiment la vision à l'arrière, ce qui se passait à l'arrière, et notamment là, précisément, sur une petite île bretonne. C'est pas l'île de Saint, non? Non, c'est pas celle-là. hein. C'est une île imaginaire, je pense, hein, mais donc tous les hommes valides partent à la guerre. Donc sur l'île, il ne reste plus que les femmes, les vieux, les enfants Et les handicapés. et les handicapés. Donc ce personnage principal qui a un pied beau et à qui on, puisqu'il a juste simplement un pied beau, à qui on donne la charge de remettre les lettres de facteurs sur l'île. D'accord. Et donc, comme il croise, c'est un adolescent, fin d'adolescence,
comme ils croisent les femmes à qui ils donnent les lettres de leur mari, fiancé, père, fils, etc., et ben, au bout d'un moment, il se dit que, comme il est seul lien avec leur être aimé, et qu'elle commence à la voir un peu à la bonne, alors qu'avant personne ne le regardait puisqu'il avait un pied beau, et ben il commence tout doucement à séduire toutes les femmes de l'île. Il va les pécho les unes après les autres. Les unes après les autres. Et regarde. Sachant que c'est le seul homme valide, un peu, Ah oui. Voilà. Un peu vigoureux. Voilà, un peu vigoureux sur complètement. Qui l'île. reste sur l'île. Complètement. Donc Ok. au bout d'un moment, que certaines femmes se laissent faire par. Ouais, la nature, Tu tout nous ça. montreras pas la fin parce qu'il faut la garder. Voilà, après, voilà, je dévoile m'arrête pas, là, voilà. mais ça c'est le pitch, et Ok. le dessin est superbe, C'est assez les beau, couleurs le- sont magnifiques, et Ah, le ouais. scénario, Et puis ce que tu disais, c'est qu'en fait là, beau, ça. voilà, non, mais ce qui est intéressant, c'est la Première Guerre mondiale, mais avec des couleurs qui sont pas justement Ouais. ce gris, ce noir, cette sûr. boue. on voit qu'on très revoit- très voilà. peu de tranchées, Voilà, c'est puisque il y a vraiment une page ou deux sur Mhm. ce qui se passe pour leur mari au front, et c'est vraiment l'arrière. Et c'est intéressant parce que, alors il y a ce scénario, cette fiction sur le facteur qui séduit les femmes de l'île, mais ça en dit beaucoup sur la situation des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant qu'elles sont toutes seules, eh ben, il faut qu'elles fassent le travail des hommes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer socialement? Est-ce que quand les hommes vont revenir, dans quel état ils sont quand ils Ouais. reviennent? Mm. Qu'est-ce que c'est ce lien, ces lettres? Comment est-ce qu'on peut... On se souvient du livre Paroles de Poilu, avec toutes les lettres de Poilu qui avaient été publiées, qui avaient fait un succès énorme, parce que voilà, on voyait vraiment ce lien entre le type qui est au front, qui vit un enfer, et la femme qui reçoit le truc. Est-ce qu'elle peut comprendre ce que son mari ressent? Ben, il y a un peu tout ça dedans, et ça donne une vision fraîche et neuve de la Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'on a eu beaucoup En de, dehors des de tranchées. BD. Voilà, on a eu beaucoup de BD sur le combat, certaines sont magistrales, mais voilà, là c'est autre chose, c'est à l'arrière et c'est tout aussi intéressant. Ok. Facteur pour femmes. Facteur pour femmes. Voilà. Alors, Petit métier. Quel Aiguillot et Maurice. Oh, on revient sur la guerre de Charlie. Ouais, parce qu'on On l'a est passé encore, vite fait. on est encore dans la Première Guerre mondiale. La Grande Guerre de Charlie, certains en ont fait le pendant anglais de Tardy. C'est vrai et pas tout à fait vrai. C'est vrai par la qualité extraordinaire du dessin, du découpage, des visages, des ambiances, Attends, allez. des mises en scène. C'est une bande dessinée qui à l'origine était publiée dans des fascicules en Angleterre. Et depuis 4 ans, les éditions Delirium, Dans le magazine Battle, le bien nommé. les éditions Delirium qui sont créées et dirigées par Laurent Lerner, a décidé de republier l'intégralité des aventures de Charlie. Donc Charlie, c'est un jeune gars, un jeune Anglais, qui a 16 ans, s'engage dans l'armée alors qu'il n'a pas le droit. Il ne peut pas normalement, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont et l'armée étant une chose assez bien faite, il va quand même être embarqué dans l'aventure et il va se retrouver par les mystères du scénario dans tous les plus grands épisodes de la Première Guerre mondiale. En même temps, son frère est pilote d'avion, il a un copain qui est marin, donc on est balancé dans la guerre sur mer, la guerre dans les airs, la guerre dans les tranchées, la guerre vue de l'arrière en Angleterre. Et on a des planches qui sont d'authentiques chefs-d'œuvre. Et ça, il faut absolument le lire. Donc là, c'est le volume 9. Il en reste un, Ouais. qui va paraître, je crois, mars, au printemps. L'année prochaine, ouais. Voilà, donc plus qu'un volume à attendre et on saura si Charlie s'en sort. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le dessinateur faisait 4 planches par semaine. Ah oui. Donc ces planches-là, il en faisait 4 par semaine, parce que voilà, il fallait produire. vider. C'est des petits épisodes en fait de 6 planches, 6 planches. Même pas. Ouais, regarde, Quatre on va planches. monter, ouais, on va monter sur le devant. 4 planches. Là, c'est ça commence là. Voilà. Voilà, donc, Là, c'était la première page dans le magazine. Et puis 1, 2. Là, c'est 3. 3. Un, 3, non, bah 3, deux, oui, trois. c'est Avec 3. le format, oui, ouais, je dis c'est un, 4, deux, mais trois. c'est ça. C'était 3 dans le magazine à chaque fois. Et ça se suit très bien. La narration, il n'y a aucun souci. Alors, ce qui est important de dire, c'est que, bon, aujourd'hui, effectivement, ça devient un petit peu banal de dire bon, une BD sur la Première Guerre mondiale, oui, bon, d'accord, mais il y en a des dizaines. Hein. Oui, mais alors, celle-là, elle est parue dans les années 70. Ah oui. Et dans les années 70, la Première Guerre mondiale, on en a On rien s'en à foutait, faire. ouais. Rien à faire. Et Tardy, c'est pareil. Avant Tardy, Première Guerre mondiale, Ouais. ça Ouais, va. non, puis ça excite personne, il n'y a pas de mythologie. L'autre intérêt de Charlie,
c'est que c'est aussi une BD politique. C'est-à-dire que Charlie, c'est un homme du peuple, c'est un petit gars de la rue en Angleterre, et il va sans arrêt, avec ses copains troufions, se retrouver en butte, au gradé, à la noblesse anglaise. Voilà. Donc il y a aussi un discours sur la lutte des classes. Années 70 en Angleterre, avec des Ouais. classes, Voilà. ça a encore du sens. Hein. Qui est un discours sur l'Angleterre des années 70, bon aussi la guerre de 14 évidemment, mais le scénariste fait clairement référence à la situation sociale, la situation des ouvriers, du monde ouvrier qui était difficile. Donc c'est une BD qui a plusieurs titres, il faut avoir absolument. C'est Charlie Got His Gun. Ouais. Pour faire référence. J'imagine. Alors, non, tu en as une autre à nous présenter sur la Première Guerre mondiale qui te tient à cœur. Ah, Ambulance 13. Encore une manière de voir la Première Guerre mondiale sous un angle assez novateur. Ouais. Le prêtre, il a la sale gueule, je vais te dire, il ne doit pas être gentil dans la BD. Ouais, si. Ah ouais, il est gentil. En fait, Ambulance 13, là aussi, le sujet est très inattendu. On en est au 6e volume. Et ça raconte l'histoire d'un médecin, non d'un service de santé, d'un lieutenant médecin militaire, qui donc dirige une petite escouade de médecins et d'infirmiers sur le front, donc directement dans les tranchées. Donc c'est à la fois son quotidien, mais comme il est fils d'un homme politique en vue de la République, il y a aussi un discours sur la politique, sur l'engagement, sur les trahisons, sur quelle est la différence entre les soldats qui se battent et l'arrière, et les gens qui les manipulent, qui vont s'enrichir. Voilà, c'est fort. Quelquefois, le scénario est un peu inégal, mais dans l'ensemble, notamment le dernier volume qui vient de sortir, absolument bouleversant, celui-là. Là aussi, il y a des retournements et des personnages qui se révèlent, qui fait que ça en fait vraiment une belle série qui Ouais, continue. puis là, le dernier album parle aussi des gueules cassées, parce que on l'avait passé, ouais. le médecin, le lieutenant médecin en question a subi une explosion et a la moitié du visage arraché. Et donc c'est aussi sa relation avec sa fiancée, qui, elle, voudrait rester à ses côtés. Alors, assez curieusement, elle voudrait rester à ses côtés, et c'est lui qui la chasse, parce qu'il ne veut pas qu'elle le voie dans cet état-là. Donc il y a tout un truc, effectivement, très émouvant. Tiens, je reviens juste sur parce que ce que tu montrais à la fin. Ouais. Voilà, dans beaucoup de bandes dessinées historiques, maintenant, il y a une sorte de petit cahier historique à la fin. Bon, c'est à la fois pour dire, regardez, nous, on raconte pas de conneries, tout ça c'est vrai. Mais en même temps, pour le lecteur, il y a beaucoup d'infos sur l'époque, il y a souvent des documents, des photos. Voilà, il y a tout un petit complément. Pour attirer le prof d'histoire pour qu'il l'utilise en cours. Oh, bah, il y a peut-être ça aussi. Ouais, un peu. J'imagine, hein, enfin, en tout cas, si un c'est peu, ton un auditeur, peu. c'est ce que je ferais. Ouais. Mais c'est vrai que les profs sont friands des profs d'histoire géo sont friands d'utiliser les bandes dessinées comme support de cours. Quoi d'autre? Alors, la Première Guerre mondiale, c'est bien, mais moi qui suis historien médiéviste, le Moyen-Âge, c'est mieux. Bien sûr. Donc, Bouffon. Dans tous les cas, c'est beau. Et en tout cas, c'est beau. Bouffon, c'est une bande dessinée qui est sortie à la rentrée aussi, C'est beau. avec comme scénariste Zidrou, Porcel Et et un- Zidrou, quoi. T'as les mecs. un scénariste. Toi, tu t'appelais Porcel et moi Zidrou. Ben, on va faire de la BD. Porcel et Zidrou. C'est ça. Et on fera une BD qui Salut, c'est moi, s'appelle Porcel. Ouais. Bouffon. Bouffon. Alors, Zidrou, comme disait Thierry dans le train, c'est aussi le scénariste de l'élève du Cobu. D'accord. Il a démarré comme ça, avec des histoires pour les enfants, des petites histoires rigolotes comme ça. Et il y a le parallèle commence avec fort. le manga. Ouais, ça commence qui fort. était, voilà, ça commence par la naissance, deux naissances parallèles. La naissance d'une petite princesse, d'une petite fille d'un seigneur, et la naissance d'un enfant qui naît d'une femme qui est enfermée dans un cachot. Et donc, il naît avec la figure Il naît déformé. déformée, voilà. Il est déformé comme un monstre. Et en fait, il possède un don qui est assez. Là, on rentre un peu dans le fantastique, c'est de redonner vie aux gens Ah oui. en C'est les, pas un en les petit embrassant.
Au Moyen-Âge, ça doit craindre un peu d'avoir un don, non? Voilà. Hein? Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, derrière cette histoire un peu, ce procédé un peu fantastique, en fait, il y a toute la description du Moyen Âge sans phare. Voilà, le Moyen Âge qui était une période pas évidente pour y vivre, mais pas non plus. Voilà, c'est pas non plus la caricature à la Michelet de l'âge sombre. Et il y a une reconstitution du Moyen Âge qui est absolument remarquable. Et puis l'histoire est aussi. Il est amoché le. Ouais, voilà. Ouais. Donc personne ne fait attention à lui. D'ailleurs, il vit dans les cachots avec ses gardiens là. Et à partir du moment où on sait qu'il a ce don, tout d'un coup, il va avoir une importance beaucoup Tu plus. m'étonnes. À la guerre, en tout cas, s'il redonne vie au mec qui tombe sur le champ de bataille. Non, il l'utilise comme Non, ça. non, il a une façon d'utiliser. Enfin, je vous laisse lire. Ça fait un peu Claire 25e niveau. Bah oui, c'est ça l'idée, on se refait pas. Hein. Ok, ça vient d'arriver alors. Ça, c'est à la rentrée. Allez, Ouais. le trait est joli. Il n'est pas comme ça tout le temps dedans, mais. Non, mais cette imitation Moyen-Âge. Il est très joli. Ok. Un bladoubar. Alors, on va rester Autre- un peu, non pas très. Alors juste après le Moyen Âge, juste la après, Renaissance. voilà, époque moderne. Alors ça, on précise, hein, c'était des Ouais, ça c'est exemplaires. des exemplaires presse. presse, Je sais ça pas, ressemble un peu, oui, ça c'est pas ressemble comme pas à ça, ouais. Le dessin est le même, mais La couverture, c'est une vraie couverture. c'est un coffret. Donc voilà, là, un c'est coffret, la Vierge et la putain. et la putain. C'est l'histoire des deux reines concurrentes du XVIe siècle anglais Pour le trône. d'Angleterre, Marie Stuart, Élisabeth Ier et Marie Stuart. Et c'est absolument bon. Le dessin est magnifique. magnifique. Enfin, c'est un style qu'on reconnaît dès qu'on feuillette, quoi, avec des couleurs et surtout un découpage absolument ahurissant. C'est-à-dire que la première case. Alors attends, il faut que je. Ouais, là c'est. Il faut que j'y aille là. Faut que je t'aide. Suivez-moi bien. Voilà, c'est-à-dire que tu prends la première et moi je prends la dernière. case d'un des Voilà, albums voilà, et la c'est ça. dernière de l'autre. Tiens, rien plus par là. Hop. D'accord. Ce qui fait que la première, Non, ça, voilà, on est bon, ces on est deux-là, c'est les mêmes. Et le découpage, en fait, se fait en miroir. Ah d'accord. À l'histoire, Les ça trois comptait comme cases, ça. les trois et- cases du bas, c'est les trois cases du haut. Ah d'accord. La ok, case, ok. voilà. Et si on tourne. Et si on tourne, voilà, on a la même chose en miroir, Ah ouais. en transitivité, tac. Presque. Parce que là, il y en a deux. Ouais, il y en a mais tu que- vois les deux ouais, personnages. ils sont là. Ouais, ouais. Ah, oh putain, le boulot de malade. Donc il y a les deux histoires qui sont, Ah ouais. Ouais. qui sont entrelacées. Et ça s'entrelace aussi au niveau du découpage. Et tout ça est très cohérent. Et on peut lire les deux les uns après les autres, même en même temps. Parce que là, d'ailleurs, il a donné le numéro de page Oui, oui. pour l'autre album. Oui, c'est là. Ça, c'est la 10, page, 10, c'est la là. page Ouais, ouais. 10 de l'autre Et album. 95, et la 95 de Oh, l'autre. le boulot de malade. On peut mélanger les pages et quand même suivre les voilà. histoires. Et tu vois, D'accord. C'est virtuose et en même temps on pourrait se dire oh là là mais on va s'y perdre, qu'est-ce que c'est que ce truc, et pas du tout. On suit les deux et c'est passionnant, et en plus c'est passionnant, il y a une histoire, c'est non, mais passionnant. là c'est l'histoire, C'est- c'est le récit historique. Là c'est le hein, récit historique, bien sûr, ouais, c'est sur- récit historique, Sur c'est cette vraiment- fin dramatique de c'est Marie pas une Stuart, fiction, c'est voilà. vraiment deux bios entrecroisés, et moi c'est un de mes coups de cœur, c'est en début d'année, c'est un de mes coups de cœur de l'année, voire Ok. le coup de cœur de l'année. C'est pratiquement l'album de l'année. ça. Ah oui. Bon. Ça vient de sortir. Début d'année, ouais. Début d'année. Février, ouais. Donc c'est encore bon pour Noël. Puis moi, Alors on revient, je parce reviens qu'on- on là-dessus. l'a passé tout à l'heure rapidement dessus pour Je montrer reviens là-dessus. l'antiquité. Ouais. Gloria Victis, le tome 1, c'est l'histoire d'un conducteur un orige, un conducteur de char qui gagne sa vie donc Au cirque. dans des courses, ouais, au cirque. Comme il est plutôt doué, il s'avère qu'il va être pris en amitié et soutenu par un riche patricien romain. La femme du patricien est un peu une chaudasse, donc elle va. Voilà, il y a toute une Oui, il y a une histoire dans fiction, l'histoire qui va, C'est pas mis Qui sur la va- couverture, ça c'est une chaudasse. Non, parce que ça fait vendre. Hein. qui va arriver. Ah, ils auraient peut-être dû. Mais le trait est beau, on n'est pas du tout dans la Lix, les choses sont véridiques, mais on n'est pas dans le bouton de toge. En revanche, l'histoire est absolument prenante, on a vraiment envie de savoir où ça va aller. Là, c'est le volume 2, il en reste 2 qui vont paraître courant 2016. Et voilà, c'est inattendu, bien fait et absolument envoûtant. Et alors c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, c'est très cohérent. Les auteurs sont espagnols
Et donc ça se passe en Espagne, ça se passe à Ah l'époque romaine en Espagne, dans leur coin, un lieu qu'ils connaissent bien. Enfin, Parce que les Romains étaient partout. On a tendance à penser qu'ils étaient qu'en France, de notre point de vue, non. entre autres, mais non, ils étaient toute la partout. Méditerranée. En Gaule, en Gaule, en Gaule, ouais, en Gaule, excuse-moi, en Gaule. monsieur. Et surtout en Bretagne. Ouais. Sauf, Là, je ressors Astérix, sauf. Et alors pour revenir, pour que la boucle soit bouclée, pour revenir à Casse d'Histoire, le prochain numéro du magazine, du webzine, magazine numérique Casse d'Histoire, portera sur l'Antiquité romaine. Et dans ce numéro-là, je vous invite à venir sur le site quand ce sera sorti à la fin du mois. Il y aura un article d'un spécialiste, Jean-Pierre Thuillier, qui est spécialiste des jeux antiques, qui est universitaire, historien, spécialiste des jeux antiques, qui va nous décrypter 5 cases de Gloria Victis en donnant un éclairage sur les jeux du cirque, sur les origes connus, comment ils vivaient, tout ça. Je vous engage. C'est un support. Sur Casse d'Histoire, le webzine, il se lit en ligne, il se télécharge en PDF. Comment vous allez passer au payant après? Alors pour l'instant, il se lit en ligne comme un article comme Le Monde, Ouais, un ça se article lit en page standard, voilà. Mais effectivement, on va bientôt passer à un PDF qu'on pourra feuilleter. D'accord, avec les abonnés qui paieront pour Voilà. avoir en libre lecture. Tout à fait, ouais. Ok. Et ça coûtera combien de s'abonner chez vous, Ça savez déjà coûtera ou pas 2,50 par mois. Oh, ça, c'est pas très cher. C'est pas très cher. 2,50 par numéro, parce qu'on Oui, oui. ne sait pas encore si on va faire mensuel ou bimensuel. Ok, on n'est d'accord. pas- Bimestriel. Bimestriel, pardon. Ok. Autre chose à rajouter sur les BD qui sont là? On les a toutes passées en revue? Je crois, oui, au fur et à mesure, ouais. on a tout regardé. Ouais, voilà, c'est rigolo quand même cette espèce de transversalité qui nous fait passer du jeu au wargame, qui est un jeu, Ouais, au livre d'histoire, qui nous ramène à la BD, qu'on avait abordé par le thème de la BD et du jeu. Donc tout est lié en fait. Ça, c'est la magie de Guillaume Bouilleuse. Ouais, c'est ça. Ah, il y a juste. Ah non, attends, là, Oh là, mon Dieu, j'en vois un tu- petit, j'en vois un petit là. Qu'est-ce que- Celui-ci, Ah oui, on tu en a voulais pas pas parlé. revenir. Si, on en a parlé. mais Alors, tu on en a voulais- parlé rapidement. Ouais, mais Ah je bah, pense vas-y, alors. parce que tu me l'as quand même très bien présenté. Et là, il me semblait bien qu'il nous manquait quelque chose. Oui, On oui, peut, oui. voilà. Allez, vas-y, Virginia. Ah ouais. Virginia, Virginia, c'est une série en trois tomes. Ils sont tous dispo. Voilà, on peut les acheter tous les trois ensemble. Il faut même les lire. C'est dans l'histoire de l'ordre. ce tireur d'élite. Oui, d'élite. Donc c'est l'histoire d'un sudiste. tireur Mais- d'élite sudiste qui, au moment de tirer sur un général nordiste, il appuie sur la gâchette et il va tuer la fille du général qui Ah oui, passait C'était le. par hasard devant. Et voilà, il considérait pas que son métier c'était de tuer des petites filles. Donc il va sombrer un peu dans ce qu'on appelle les traumatismes de guerre. Il va devenir quand même un peu fou, il passe du côté obscur. Il va vivre avec le fantôme de cette petite fille qui va le suivre en permanence. Il devient alcoolique, accro à la Ouais. cocaïne. Et toute l'histoire des trois albums, ça va être une sorte de voyage toujours plus loin dans l'enfer. Bon, à la fin, je raconte pas la fin Ben parce qu'elle est relativement heureuse. Mais c'est une vision de la guerre de sécession qui est vraiment très originale. D'accord. Et la scénariste est une historienne spécialiste des États-Unis. Elle est aussi scénariste de livres pour enfants, qui sont assez brillants. Et le dessinateur de cette série est un dessinateur qui travaille en couleur directe, donc les dessins sont, Ah oui. sont faits en un coup. Il n'y a pas de réancrage, il n'y a pas tout ça. Oui, il est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est un album extrêmement violent. Pas à toutes les pages, mais c'est un album assez éprouvant. Mais l'histoire est vraiment très belle. Très très belle. Et il y a quelquefois des pages comme ça. Oui, on voit bien, hein, il a peint quoi. Enfin, c'est quoi? C'est de l'aquarelle? C'est de l'aquarelle, Ouais, ouais. c'est de l'aquarelle, il a. Il doit y avoir Très salé. un peu de feutre. il y avoir, Ok. Voilà, donc ça c'était le dernier, Voilà. l'album. Et là, la série de 3 est disponible. hein, Ouais, Stéphane. 3. Ça, c'est- Voilà, et c'est la guerre de sécession dont on n'avait pas parlé encore. Donc on a fait un panel, on a découvert qu'il y avait des spécialistes de la bande dessinée historique qui d'abord aiment lire, puis aiment l'histoire et puis aiment partager ce plaisir et ce bonheur qu'ils ont à lire des livres d'histoire. On a essayé de dessiner les contours de ce qu'était une bande dessinée historique. Moi ça me paraît pas super évident, mais Non, c'est toujours un peu. Mais on a avancé. Ouais, vous avancez. J'imagine On a posé des bases. Voilà, j'imagine que l'un de vos travaux aussi, c'est d'avoir cette réflexion sur quoi, comment, pourquoi. Bah ouais, bien sûr. Voilà, c'est une réflexion. Puis moi j'en profite pour faire une petite annonce, Ouais. mais c'est aux internautes là pour le coup. Bon, si vous ont plu là tous les deux, Ouais. bah, vous nous le dites.
Et ils vont revenir. Et ils reviendront l'année Ah, d'accord, prochaine d'accord. pour faire un numéro spécial spécial en fin tous les ans d'année des BD qui fallait avec lire. les BD de l'année 2016, projetons-nous qui est déjà 12 mois. Donc Ok, voilà, vous ouais, nous le pas de dites, et souci, puis pas comme de ça, souci. on est au courant, ils seront ravis de Ah savoir bah, avec grand plaisir. Ok. s'ils passent bien. On verra, c'est le... Et puis vous achetez les albums, vous nous direz s'ils ne se sont pas trompés. Oui, c'est ça. Après, il y a un large panel. Hein. Ouais, moi, il y en a pour tout le monde. En les Exactement. passant, il y a des traits. Parce que c'est toujours ça la bande dessinée. Il faut que le trait attire. Le mieux, c'est quand le trait et l'histoire attirent. Après, Oui, il faut ce qu'on a amené, on disait il y en a 500 par an, donc on a amené une microscopique partie de la série. Quoi. Ok, merci Stéphane et merci Thierry. Tu vois, à la fin, je me souviens des prénoms dans le bon sens. Merci Guillaume de nous les avoir amenés jusque-là. J'espère que vous avez dit tout ce qu'il fallait. On a Oui. tenu 1h38 minutes. Avec Super raisonnable. Avec Guillaume, c'est court, Super 1h38. raisonnable. C'est court, 1h38. Il y avait de quoi faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pense 12 émissions, mais on a fait Ah, ouais, c'est comme ça. On a le déjà web fait est une. fermé. On a déjà fait une. On veut pas Mais- lasser. Merci à vous tous. Bien, rien à dire de plus, si ce n'est à bientôt pour de nouvelles aventures. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Jenny Reich.